Tu as accumulé beaucoup de déchets en toi. En réalité, c'est toi qui les as mis là et seul toi peux les faire sortir. Les grands ont compris qu'il faut élargir ton esprit et ta conscience. Si tu n'arrives pas à changer et à faire descendre quelque chose de plus beau, est-ce que je peux expliquer ça à quelqu'un d'autre aussi? Le visionnaire spirituel Michael Singer est de retour. Il a passé 50 ans à nous enseigner comment nous éveiller et cesser de lutter contre l'univers. Que signifie se connecter à son moi supérieur? Un excellent mantra serait « Je peux gérer cela ». Il faut commencer par dire « Je suis capable d'accepter la réalité ». Plus il se passe de choses dans le monde, plus il semble aussi que les gens n'arrivent pas à gérer. Chacun a vécu des expériences différentes, donc chacun pense différemment. Puis-je accepter cette diversité? J'ai appris à m'ouvrir et à accepter la réalité. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien à ce sujet, mais voilà la différence. Si je ne vais pas bien, je vous garantis que ce que je fais, c'est lutter pour changer l'extérieur. Et j'agis en réaction à cela. Au lieu de cela, j'ai appris à être en paix, calme, ouvert et centré. Et maintenant, comment puis-je réellement améliorer la situation et non pas m'aider à gérer la situation? Quand on dit aux gens d'accepter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'aimer. Tu es assis sur une petite planète alors qu'1 300 000 terres peuvent tenir à l'intérieur du Soleil. Tu penses que tu comptes tellement que tout devrait être comme tu le veux. Quand ta conscience cesse de fixer tes pensées, tes émotions, ton esprit est libéré, mais c'est un état très élevé. Alors en attendant, tu apprends à pratiquer la compassion. Le monde change une personne à la fois. Cette personne, c'est toi. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et moi, je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous avons une opportunité vraiment unique de voir notre monde d'une manière totalement différente. Et pas seulement le monde dans lequel nous vivons, mais aussi le monde que nous avons dans notre tête. Nous allons explorer la notion de une conscience universelle qui dicte tout ce que nous voyons et ressentons, la façon dont nous réagissons. Mais beaucoup d'entre nous cherchent à réagir moins et répondre davantage. Beaucoup d'entre nous ont l'impression qu'il manque peut-être quelque chose dans les pensées que nous avons et dans la façon dont nous les interprétons. Que signifie se connecter à un soi supérieur? Que signifie avoir accès à une sorte de conscience divine? Si tout cela vous semble trop difficile à gérer, nous allons vous donner l'approche la plus concrète et la plus pratique, une promenade à travers votre esprit. La seule personne qui peut faire cela avec nous, c'est Michael Singer. Maintenant, Michael Singer est l'auteur de L'âme délivrée. Nous lui avons parlé il y a environ 3 ans. Il a également écrit Vivre sans entrave et l'expérience de l'abandon. Il a vécu un profond éveil intérieur en 1971, où il a spontanément réalisé qu'il y avait une voix dans sa tête qui observait tout ce qui se passait. Et cela l'a conduit à consacrer toute sa vie à enseigner aux gens comment vivre en étant en contact avec quelque chose qu'il croit déjà éveillé en chacun de nous. On entend tellement parler du terme éveil spirituel, devenir plus conscient. Et ce que Michael enseigne, c'est que nous sommes tous déjà éveillés. Nous avons accès à une conscience infinie, la capacité de nous sentir unis à tout, d'avoir de la clarté, de savoir comment naviguer dans nos vies, et pourtant, nous limitons cela. Nous réduisons notre propre capacité à être connectés à la source de tout ce qui existe. Et au cas où cela vous semblerait abstrait ou un peu perché, c'est en fait l'une des conversations les plus pratiques que j'ai entendu Michael Singer mener, parce que nous parlons de choses comme les systèmes de croyances, les structures religieuses. Nous parlons de la douleur, nous parlons des défis. Nous demandons « Et si je n'ai même pas de cadre pour une identité spirituelle ?» De plus, Michael a décidé de partager avec nous quelque chose dont nous n'avions aucune idée. Il nous donne un aperçu de ce qui sera son prochain livre, qui sortira en mars 2026. Il nous lit un extrait et nous fait découvrir ce qui nous attend tous dans notre évolution spirituelle. Sans plus attendre, nous sommes très heureux de retrouver Michael Singer dans l'émission. Décryptage.
Salut Maïm, comment vas-tu? Je suis tellement content de te revoir. Nous avons eu le plaisir de te parler il y a environ 3 ans. Et non seulement c'était l'un de nos épisodes les plus vus, les plus appréciés et les plus partagés que nous ayons jamais fait, mais c'était aussi personnellement l'une de nos toutes premières conversations que nous avons eues, qui est devenue beaucoup plus centrale dans notre podcast en parlant de spiritualité, d'intuition. Tu nous as vraiment ouvert tellement de portes et nous sommes tellement reconnaissantes de pouvoir te parler à nouveau. Alors merci. Depuis notre première conversation, nous avons beaucoup entendu parler d'un changement dans notre culture. En ce qui concerne les gens qui parlent de s'éveiller ou de vivre des éveils spirituels, ou des personnes qui sentent qu'elles accèdent à des parties d'elles-mêmes auxquelles elles n'avaient jamais eu accès auparavant. Pouvez-vous décrire un peu, soit à travers votre propre parcours, soit à travers votre travail, ce que cela signifie de s'éveiller? Que signifie avoir ce genre d'éveil? À quoi cela ressemble-t-il? C'est très beau. Et vous savez, je fais cela depuis plus de 50 ans. Et donc, j'ai mûri à de nombreux niveaux différents, à différentes époques, et ainsi de suite. Et ce que je vois maintenant, et bien sûr, je travaille avec beaucoup de gens, c'est que nous sommes tous éveillés. Nous sommes au-delà de l'éveil. Mais je ne suis pas éclairé. Tu sais ça, n'est-ce pas? Mais ma compréhension et mes expériences montrent que nous sommes vraiment connectés, comme on dit. Nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés à la conscience de l'univers. Pourquoi ne faisons-nous pas cette expérience? Tu parles de s'éveiller, mais pourquoi n'es-tu pas déjà éveillé? Au lieu de demander quoi faire ou ce que cela fait, demande-toi pourquoi tu ne l'es pas. Je sais que tu es un être exceptionnel. Chacun de vous, vous êtes de grands êtres connectés à une conscience incroyable. Alors pourquoi est-ce que je ne ressens pas cela? Et la réponse courte, c'est parce que tu as vécu des expériences dans ta vie qui t'ont dérangé, qui ont focalisé ta conscience, détourné cette conscience universelle vers un point précis de tes pensées, de tes émotions et de ce qui t'est arrivé. L'ego, n'est-ce pas? Ça l'a ramené à cela. En résumé, s'éveiller signifie en quelque sorte se libérer de cela, sortir de l'égarement dans l'ego, de l'égarement dans ton moi personnel. Puis, tu appliques les paroles du Christ, il faut mourir pour renaître. C'est ce qu'il voulait dire, non? Tu meurs à ton moi personnel. Et avant même de t'en rendre compte, tu ressens l'esprit, tu ressens la Shakti. J'utilise le mot Shakti, tu vois, tu connais. Tu sens cette énergie qui monte, qu'ils appellent l'éveil. Tu peux avoir des visions ou aller très profondément et fusionner. Les gens font plein de choses, mais ils reviennent toujours. C'est ça le problème, d'accord? Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me réveiller et de rester éveillé à n'importe quel niveau. Je ne suis pas intéressé par des petites solutions rapides, des drogues ou d'autres trucs du genre, d'accord? Simplement, pourquoi n'y es-tu pas maintenant? Et la réponse, c'est parce que tu as accumulé des choses en toi au fil de ta vie et tu sais que c'est vrai, n'est-ce pas? Suppression, répression, déni, résistance, appelle ça comme tu veux. Quand des choses extérieures te mettent mal à l'aise une fois à l'intérieur, tu as tendance à les repousser. Tu comprends? Rationalisation, ceci, cela, peu importe. Ce que tu fais littéralement, c'est dire « je ne peux pas gérer cette énergie, je n'aime pas cette énergie, je ne veux pas qu'elle entre en moi, je ne veux pas qu'elle soit en moi ». Oublie ça, elle peut venir à toi en pensée, ce n'est pas forcément une expérience, non? Nous avons naturellement tendance à faire cela. Mais ce n'est pas bien, non? Le problème, c'est qu'on la repousse. Tout ce que tu as déjà repoussé est toujours là, à l'intérieur. Si tu n'as pas appris à un moment donné à laisser aller, c'est comme je m'en fiche, c'est bon, je te pardonne, vraiment, tu vois. Mais si tu l'as gardé en toi, que tu l'as repoussé, ça revient à la surface et tu sais que c'est vrai. Et puis tu le repousses encore, d'accord? Voilà ce que ça veut dire de ne pas être éveillé. Et il y a différents niveaux, bien sûr, d'accord? C'est comme si tu étais perdu en toi-même, ta conscience se perd dans l'image que tu te fais de moi, Jonathan. D'accord, c'est là que nous vivons nos vies, c'est simplement la réalité. Alors, quand les gens s'éveillent et réalisent, attends une minute, je n'ai pas besoin de tout ce bazar en moi, je n'ai pas besoin de contrôler le monde entier pour aller bien. D'accord, je peux apprendre à travailler sur moi-même, ce qui fait partie du processus d'éveil. Je peux apprendre à travailler sur mon moi intérieur afin de pouvoir gérer les choses. Voilà ce que j'ai découvert. Nous avons récemment fait une interview avec Oprah sur Vivre sans entrave, sur lequel nous travaillons, n'est-ce pas? Elle a dit, tu sais Michael, tu sais quel serait un excellent mantra pour l'esprit occidental?
je peux gérer ça, au lieu de dire je ne peux pas gérer ça. Pourquoi as-tu fait ça? Je ne peux pas gérer ça, n'est-ce pas? C'est je peux gérer ça. Plus tu peux gérer ce qui arrive, moins tu as besoin de le repousser. Moins tu le repousses, plus ça passe, comme les lignes blanches qui défilent quand tu conduis. Eh bien, plus tu grandis et évolues, c'est vraiment une forme d'évolution de la conscience qui peut gérer ces choses. Alors, c'est ce qu'ils veulent dire par je m'éveille, j'ai des expériences spirituelles et ainsi de suite. Souviens-toi, mes enseignements et ce que j'ai appris montrent que la clé n'est pas dans tes expériences. J'ai eu une expérience formidable il y a 2 ans. Eh bien, c'était il y a 2 ans. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas toujours là? Parce que tu n'as pas appris à te débarrasser des ordures. Je suis désolé de l'appeler comme ça, mais c'est le cas, non? Les choses du passé qui ne se passent plus maintenant ne devraient pas te déranger. Elles ne sont pas réelles, elles ne se produisent pas, tu les as gardées dans ton esprit. D'accord. Donc il y a un court-circuit, court-circuit. Il y a une base à notre discussion sur ce que cela signifie de s'éveiller. On l'entend de plus en plus dans le langage courant. Vous savez, il y a des ateliers et oui, tout le monde le fait. Vous savez, on vit à Los Angeles. Tout le monde prend de la psilocybine, part en voyage avec l'ayahuasca et tout le monde veut se connecter et tout ça. Donc, une partie de moi voulait demander, selon vous, qu'est-ce qui se passe pour que cela arrive? Mais d'un autre côté, il semble aussi que beaucoup d'entre nous régressent, car plus il se passe de choses dans le monde, plus il semble que les gens n'arrivent pas à gérer. Que ce soit avec la politique, avec les événements mondiaux, on entend de plus en plus de gens dire « j'ai besoin de médicaments, mon médecin ne sait pas quoi faire de moi ». Pouvez-vous parler de chacune de ces évolutions, à la fois celle qui élève et celle qui, d'une certaine manière, rend les gens moins résilients et moins capables d'être en contact avec cela? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la même chose, d'accord? C'est comme une échelle. Jusqu'où ça va dans le négatif, jusqu'où ça va dans le positif, c'est le même spectre, d'accord? Donc, la raison pour laquelle les gens, je n'utilise même pas le mot régresser, mais la raison pour laquelle ils se perdent, se mettent en colère, tendus, anxieux et tout ce genre de choses, tu vois, c'est juste qu'ils ne lâchent pas prise. Ils sont là à dire je ne peux pas gérer ça. Pendant qu'ils disent je ne peux pas gérer ça, je ne peux pas gérer la politique, je ne peux pas savoir ce qui se passe avec le racisme, je ne peux pas gérer ça, je ne peux pas gérer, je ne peux pas gérer ça. D'accord, arrêtez le monde, je veux descendre. D'accord. Eh bien ça revient en arrière. Plus tu résistes, plus tu te dis, et d'ailleurs quand tu dis je ne peux pas le supporter, ce que tu dis vraiment, c'est à moins que ce soit comme je veux, je ne peux pas le supporter. N'est-ce pas? Si c'est comme je veux, je peux très bien le supporter. Voilà. Donc tu es là, tendu, à manipuler, à vouloir tout contrôler intensément, n'est-ce pas? La situation empire car plus tu refoules, plus c'est difficile. Le mieux est de lâcher prise au lieu de dire je ne peux pas le supporter. Je pourrais aller manipuler tout le monde et tout pour que tout se passe comme je veux, mais simplement rester ici en me disant je peux le supporter en travaillant sur moi-même. Quand tu arrêtes de travailler sur toi-même à l'intérieur, tu cesses de comprendre que la réalité de ce qui se passe, c'est que tu es la conscience qui se regarde elle-même. N'est-ce pas? Moi, j'en parle souvent et je ne sais pas si quelqu'un comprend, n'est-ce pas? À quel point es-tu petit? Je ne sais pas. Tu es formidable et très populaire. On t'aime beaucoup, non? Tu es assis sur une petite planète et 1 300 000 terres tiendraient dans le soleil. Le savais-tu? 1 300 000 terres à l'intérieur du soleil. Et quelle part de cette planète occupes-tu? Cette minuscule petite chose. Et pourtant, tu penses que tu es tellement important que tout devrait être comme tu le veux? Se réveiller, c'est ouvrir les yeux, non? Ça fait 1 300 000 terres à l'intérieur du Soleil et il y a 300 milliards d'étoiles dans ta galaxie. Pourquoi ne peut-on pas simplement dire « je suis descendu sur la planète ». Je vais faire quelques tours autour du Soleil. Et c'est cool, des choses arrivent, je peux les gérer, je peux travailler pour les améliorer. Je peux travailler pour faire en sorte que le monde soit un meilleur endroit si je fais ça, mais sans commencer par « je ne peux pas gérer ça ». C'est pourquoi le monde est de plus en plus, je ne sais pas le monde, n'est-ce pas, mais beaucoup se referment de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, se refermer? Je ne peux pas gérer ça, je ne veux pas le vivre, je le repousse. Qu'est-ce que ça veut dire, être ouvert? D'accord, très bien, il pleut, je ne voulais pas qu'il pleuve, je peux gérer ça. Le conducteur devant moi roule à 15 miles à l'heure en dessous de la limite de vitesse. Je suis pressé.
D'accord, je suis un petit chef quand je traîne n'importe où, je peux gérer ça. C'est ça, le spectre. Avec Internet, quand tout cela se passe, il y a tellement plus d'exposition à tout, tellement plus de communication. Donc il y a tellement plus de choses que tu ne peux pas gérer. D'accord. Et tu dois juste décider, je peux gérer ça. Je peux gérer ça, d'accord. Je veux insister un peu plus sur ce point, non pas parce que je pense qu'il n'y a pas de sagesse ici, et non pas parce que je pense au contraire que c'est une voie que j'aimerais suivre. Et je pense que beaucoup le feraient, mais quand les enjeux sont plus élevés, vous savez, beaucoup d'entre nous vivent en ville. Je vais juste le dire, là où, vous savez, des agents arrivent, prennent des gens chez eux, prennent des gens sur leur lieu de travail. Vous savez, les droits des femmes, des personnes de couleur, des personnes trans et de la communauté LGBTQ sont remis en question chaque jour. Et vous savez, je regarde autour de moi et je me demande pourquoi on ne peut rien faire pour l'arrêter, n'est-ce pas? Donc, je veux que vous appliquiez cela à cette situation, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas en train de dire «Oh, des gens sont expulsés injustement et détenus dans des prisons et on n'entend jamais parler d'eux. Laissez tomber». Comment appliquer cela à une telle ampleur, vous savez, à ce genre de défi? C'est magnifique. Elles sont magnifiques et j'adore en parler. D'accord. Est-ce que j'apprécie tout ce qui arrive? Ma position de progressiste des années 60? Bien sûr que non, très bien. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que la résistance ne règle rien. Ça ne le fait pas. Donc la position de départ, comme je le répète toujours, c'est d'accord, est-ce que c'est en train de se passer? Oui, oui. Quel est mon choix? Pouvoir le gérer ou ne pas pouvoir le gérer. Si je ne peux pas le gérer, je deviens névrosé. J'ai des ulcères, je m'énerve et crie sur les enfants. Tu comprends? D'accord. Si je peux gérer ça, c'est-à-dire le travail, bon, il se passe des choses terribles dans ce monde, même pire que ce dont on vient de parler, n'est-ce pas? D'accord. Repense à la Shoah et pense aux choses terribles qui se sont passées. D'accord? Mais elles se sont vraiment produites? Tu ne peux pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu, ni réécrire l'histoire, d'accord? Tu dois commencer par dire: «Je suis capable d'accepter la réalité». Tu es une brillante scientifique, Mayim, n'est-ce pas? Je suis capable d'accepter la réalité. Est-ce la réalité, toutes ces choses dont tu parles qui se passent? Non pas comme elles devraient, non pas comme j'aimerais. Est-ce la réalité? D'accord, tu commences par: «Je peux accepter la réalité». J'ai appris à être assez ouvert pour l'accepter. Une fois cela fait, cela ne signifie pas que je n'agis pas. Mais voilà la différence, d'accord? Si je ne vais pas bien, je te garantis que ce que je fais, c'est lutter pour changer l'extérieur afin de pouvoir aller bien. Je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas qu'il fasse ça, je ne veux pas que ça arrive, d'accord? Donc j'ai cette résistance et ce problème en moi et j'agis en réaction à ça au lieu d'avoir appris à être en paix, calme, ouvert, centré. Tu comprends? Et maintenant, je peux redescendre et me demander comment puis-je réellement améliorer la situation et non pas m'aider à gérer la situation. Je pense que tu comprends que beaucoup de gens ne font que vider leur sac, tu vois. Ont-ils ce droit? Oui. Il arrive des choses terribles dans ce monde, n'est-ce pas? Je ne peux pas, eux le peuvent, tu vois, mais tu dois être capable de travailler sur toi-même pour pouvoir les gérer. Ensuite, vois ce que la clarté dit. Comment puis-je aider? Peut-être qu'un sourire aidera, n'est-ce pas? On parle de personnes qui traversent des choses terribles. À quel point es-tu fier que quelqu'un traverse quelque chose d'horrible? Et ils sont handicapés, mais ils tendent la main pour te serrer la main. Ils ne montrent pas que c'est un problème. Ils gèrent ça, n'est-ce pas? Si les gens pouvaient gérer ce qui se passe, on pourrait s'entendre, n'est-ce pas? Parce que je commence par dire, je comprends. La psychologie dit quoi? L'homme est la somme de ses expériences apprises. Ce n'est pas vrai. Tu es la conscience témoin qui regarde la psyché, laquelle est la somme de tes expériences acquises. D'accord? Très bien. Mais si les gens sont la somme de leurs expériences acquises, tout le monde, chaque personne, a des expériences totalement différentes, vrai ou faux. Regarde toutes les expériences que tu as eues. Personne d'autre ne les a jamais eues. Elles sont complètement uniques. Donc, leur façon de penser sera unique. Tu comprends ça? Et la façon dont je pense sera unique aussi. Est-ce que ma façon est la bonne? Bien sûr que j'ai raison. Mais ils disent la même chose parce que leurs expériences soutiennent ce qu'ils pensent, car ils sont la somme de leurs expériences acquises. On parle en profondeur, n'est-ce pas? Donc on en arrive au point où il ne s'agit plus de se battre ou de se disputer. Il s'agit de savoir si je peux gérer le fait que tout le monde soit différent.
Puis-je accepter que chacun ait sa propre vision, ce qui se comprend par leurs expériences vécues? Et donc maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que tu peux l'accepter ou pas? Et au-delà de ça, est-ce que tu essaies de comprendre la compassion? Est-ce que tu essaies de comprendre ce que le Christ a enseigné, ce que Bouddha a enseigné, ce que tous les grands maîtres ont enseigné, c'est-à-dire que celui qui est sans péché jette la première pierre, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Tous les enseignements sont les mêmes. C'est-à-dire que si tu viens d'un point de vue personnel, que tu dis, voilà la somme de mes expériences, c'est l'aquarium que je porte sur la tête et il est différent du tien. Moi, je suis marié depuis 30 ans. Ils ne vont pas penser comme toi. Un jour, ils sont allés travailler et quelqu'un les a licenciés. Ils sont différents quand ils reviennent parce qu'ils ont vécu une expérience différente. Et tu respectes le fait que les gens ont eu des expériences différentes. Par conséquent, ils pensent différemment. Sont-ils différents? Non, le soi est le même. Quand tu peux revenir à cet endroit, tu commences à comprendre, oh, tout le monde regarde dans son propre esprit, n'est-ce pas? Mais c'est un état très élevé. Donc en attendant, tu apprends à pratiquer la compassion, tu apprends à pratiquer la compréhension. Et si tu n'y arrives pas et que vous êtes tous les deux de grands êtres, n'est-ce pas? Comment peut-on y arriver? Si tu t'énerves au volant parce que quelqu'un ne conduit pas comme tu veux, que peux-tu attendre des autres? Et donc, ce que j'ai appris, c'est que le monde change une personne à la fois, et cette personne, c'est toi, n'est-ce pas? Si tu n'es pas capable de changer et d'apporter quelque chose de plus beau, quelque chose avec de l'amour, avec de la clarté et de la compassion, comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse? Et leur crier dessus ne changera rien. Donc, en fin de compte, oui, il y a des problèmes dans le monde, des problèmes sérieux qui doivent être réglés, d'accord? Mais je préférerais que ce soit la personne lucide qui s'en occupe plutôt que la personne en colère, la personne bouleversée, la personne qui dit, quand tu dis « je ne peux pas gérer ça », alors tu n'as pas le droit de t'en occuper, tu n'es pas la bonne personne. Tiens, j'ai un travail pour toi. Oh non, je ne peux pas faire ça. D'accord, va voir quelqu'un d'autre. Eh bien, je pense que tu devrais parler un peu des états du cerveau qui se produisent dans l'acceptation plutôt que dans la résistance. Nous savons que les choses se calment, nous savons qu'il y a la possibilité d'avoir plus d'ouverture, plus de clarté, plus de solutions. Nous n'attaquons pas de la même manière. Quand on résiste, on est dans un état d'attaque. Donc la personne va sembler être mon ennemi, quelqu'un qui a un contre-argument. Et c'est beaucoup ce qui se passe en ce moment. À mesure que nous résistons, les algorithmes nous donnent l'occasion d'identifier un ennemi. Et c'est cette personne qui me met mal à l'aise parce que je n'aime pas son point de vue. Je n'aime pas les expériences qu'elle a vécues. Et d'autres psychologues ont expliqué comment le cerveau change lorsque nous entrons dans un espace où nous nous sentons suffisamment en sécurité pour dire « je n'aime pas ce qui se passe, mais je peux le gérer. Il y a une solution ici. » Et en fait, cela conduit à l'un des points que vous avez abordé plus tôt dans cette interview à propos du fait que nous sommes connectés à ce système de conscience plus vaste. Et j'aimerais que vous développiez cette idée parce que beaucoup de gens se disent « Eh bien, j'entends parler de la conscience et j'entends parler de l'univers, mais je ne le ressens pas forcément. » Si nous pouvons commencer à dresser un tableau de cette possibilité, peut-être que nous commencerons à ouvrir l'esprit des gens pour qu'ils en fassent davantage l'expérience et trouvent ces solutions qui deviennent accessibles lorsque nous nous apaisons. Parce que, d'après mon expérience, plus nous nous apaisons, plus notre accès au vaste champ d'informations et de possibilités s'élargit. Et en fait, nous le bloquons et nous resserrons la valve, ce qui nous empêche de laisser ce flux venir à nous lorsque nous sommes dans cet état de colère. Donc la question, je suppose, c'est pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette conscience infinie et cet univers auquel nous sommes tous connectés et sur les possibilités qui s'y trouvent? J'ai appris au fil des années que la science et la spiritualité, et vous le savez, d'accord, disent la même chose. Elles ne se sont pas encore rencontrées, mais elles sont proches. Nous y travaillons. Je sais. D'habitude, ça donne généralement lieu à une discussion, mais passons très vite puisque vous êtes brillant, n'est-ce pas? Voici ce monde qui entre en moi, n'est-ce pas? Je dis souvent, tu sais bien que tu ne regardes pas à travers tes yeux, tu ne regardes pas à travers tes yeux. La lumière rebondit sur les atomes et les molécules, elle se réfléchit, elle est captée par tes capteurs optiques, puis envoyée vers le haut. Tu étudies ça, non? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est envoyé via les nerfs optiques, n'est-ce pas? Ça atteint le cerveau, non? Et ce qu'ils ne savent pas, certains le savent, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. Le cerveau est l'unité centrale, non? Mais les vibrations qui émanent du cerveau
les vibrations électroniques qu'on appelle vrittis en yoga, les vrittis. Ce sont juste des vibrations subtiles atteignant le plan mental. Elles atteignent l'endroit où se trouve votre esprit, pas dans votre cerveau, non? Et cela fait apparaître exactement ce qui est entré par vos yeux dans votre esprit. Vous regardez à l'intérieur, n'est-ce pas? La lumière entre, comme avec votre téléviseur à écran plat. Le San Francisco que vous voyez, c'est celui du match de baseball, mais vous n'y êtes pas. C'est transmis par les nerfs, pour ainsi dire, comme des fils, puis c'est affiché sur l'écran plat. Cela se produit littéralement en vous en ce moment. D'accord? Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand la science étudie ce qu'il y a réellement là-dehors, en fait, je ne vois pas vraiment ce qui est dehors, je vois ce qui est entré. Vous comprenez ça? Tes sens sont des ports d'ES. Ce sont des capteurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne voit rien. Ça doit revenir dans notre conscience. D'accord. Donc les scientifiques ont étudié ce qu'il y a là-dehors. Je vais le faire très rapidement parce que je ne suis pas l'expert de toute façon, croyez-moi, d'accord? Et ils ont découvert que non, il n'y a vraiment pas d'atomes. Non, il n'y a vraiment pas de protons et de neutrons. Il y a ce champ. Oh mon Dieu, il y a ce champ, un champ omniprésent. Utilisez le mot omniprésent, un champ omniprésent de, on veut dire ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Je vais l'appeler énergie, appelez-le comme vous voulez, qui s'agite et vibre. Et ces ondelettes qui se créent se rassemblent pour former des neutrons, des protons, des électrons, des atomes. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a là-dessous. D'accord? Eh bien, un champ omniprésent qui est la cause de toutes les forces qui existent et qui est partout, ça se rapproche beaucoup de Dieu. Omniprésent, omnipotent, d'accord? Eh bien, c'est certainement très différent de ce que nous voyons tous les jours, non? Mais maintenant, si tu y réfléchis, je me force à y penser à chaque fois, tout le temps, d'accord? Je ne regarde pas les gens, les lieux, les bâtiments. Je regarde les vibrations dans un champ quantique qui s'étend à travers tout l'univers. Maintenant, nous commençons à ne faire qu'un, n'est-ce pas? Cela nous rapproche tous davantage. Nous ne voyons pas les choses comme nous le pensons, car ce n'est pas le cas. Et lorsque les grands yogis, les grands maîtres plongeaient profondément dans la méditation, ils découvraient cette chose incroyable. Ils ont découvert que le champ quantique est fait de conscience. Comment le savent-ils? Parce qu'ils fusionnent avec lui. C'est cela, le yoga, la fusion. Le Christ disait « Mon Père et moi sommes un ». D'accord, tu demandes d'en dire plus sur cet état. Quand ta conscience cesse de fixer tes pensées, tes émotions, ton esprit, ce que tu traverses, tes sens, elle est libérée, elle n'est plus distraite. Et ce qu'ils ont découvert, les grands ont découvert que tout à coup, toutes les étoiles, les lunes et les galaxies sont ce qu'ils sont. Cela ne fait qu'un avec leur conscience. Pourquoi vivons-nous là-bas? Parce que nous sommes distraits par ce qui nous distrait. Et ce qui nous distrait, ce sont vos pensées. Vos émotions vous distraient? Mon Dieu, elles vous tirent aussitôt vers le bas, n'est-ce pas? Dès que vous ressentez une émotion, bam, vous êtes avec Dieu. Cette conscience est focalisée, attirée vers ce qui vous distrait. Et c'est cela qui fait un être humain. Un Dieu distrait. D'accord. Donc, quand tu demandes comment parler de ces états supérieurs, les grands enseignements des maîtres disent la même chose. Premièrement, peux-tu cesser d'être distrait par ce qui se passe à l'extérieur? Non. Ne travaille pas avec ça, mais tu peux en être distrait, t'y fixer. Très bien, tu n'as pas à le réprimer, je m'en suis occupé. Maintenant, tu es vidé, sans toutes ces saletés. Tu n'es plus hypersensible à ce que les autres disent ou font, car tu as lâché prise. Donc maintenant, ta conscience est libérée, on utilise ce mot, pour pouvoir rester davantage sur le plan mental, plutôt que de subir ce qui vient du physique et de l'émotionnel. Puis tu te demandes pourquoi tu t'énerves à cause de la façon de conduire de cette personne. Pourquoi je crie « Oh mon Dieu, pourquoi il pleut le jour de mon anniversaire? La pluie ignore que c'est ton anniversaire. » Vrai ou faux? Ce qu'on fait avec notre esprit est ridicule, non? Alors qu'est-ce qui se passe? Commence à nettoyer tout ça et utilise ton esprit pour des activités intellectuelles, d'accord? Utilise ton esprit pour comprendre vraiment, pas pour ses bêtises personnelles. Je n'aime pas ce qu'elle a dit, ni sa tenue. Tu parlais de conscience élargie dans les années 60, non? J'ai tellement mal appris ça. C'est la conscience non contractée. La conscience est déjà totalement élargie. C'est toi qui la contractes pour te concentrer sur tes propres trucs. D'accord. Quand tu arrêtes de faire ça, tu commences à sentir de l'espace en toi. Tu commences à ressentir toute cette ouverture, cette beauté et cette expansivité.
D'accord. Et ça, et finalement, j'ai commencé par le haut, finalement, tu fusionnes et c'est vraiment génial. Quand j'étais jeune, vers 21 ou 22 ans, j'ai vécu une expérience très profonde. Peut-être as-tu lu l'expérience de l'abandon. And- and- Et c'est plus beau que tout ce qui pourrait exister dans l'histoire de l'univers, n'est-ce pas? Et donc, tu veux y retourner. Et donc, tu passes ta vie à être prêt à lâcher tout ce qui t'empêche d'y retourner. Ce n'est pas comment j'y arrive. Comment puis-je arrêter de créer en moi des blocages qui m'empêchent d'y aller? Et cela devient, c'est ton voyage spirituel, c'est ton chemin, et c'est de cela dont tu parles. Tu sais, ces expériences comptent beaucoup pour toi. Alors, ai-je répondu à ta question, Jonathan? N'est-ce pas? C'est ce qu'il y a derrière tout ça. Nous sommes les mêmes, n'est-ce pas? Pouvons-nous être les mêmes et pourtant, dans ce que nous voyons, avoir toutes ces différences? C'est ça la compassion. La compassion, c'est de l'empathie. La compassion, c'est comprendre pourquoi tu es différent. Je comprends que ce que tu as vécu est totalement différent de ce que j'ai vécu. Je ne te blâme pas. Je ne fais rien, tu vois? Maintenant, est-ce qu'on peut s'asseoir et s'harmoniser, trouver une solution? Allez, ce n'est pas si grave, non? Et la réponse est oui, mais pas tant qu'on reste ici à insister qu'on a raison. Je sais que ça doit l'être et je vais me battre, lutter et faire tout ce qu'il faut. C'est le mieux que je puisse faire. D'accord. Au fait, cette chute de la pure conscience jusqu'à te regarder, c'est ce qu'on appelle la chute hors du jardin. Littéralement, il est dit qu'une fois que tu es tombé hors du jardin, tu es dans le jardin, tu ne fais qu'un avec Dieu, tu fais l'expérience de la création, c'est magnifique, d'accord. Mais maintenant, je fais l'expérience de moi, ce tout petit rayon de lumière, d'accord. Et il est dit dans la Bible, je suis un gentil yogi juif. J'ai lu la Bible une fois, je ne devrais pas dire ça. J'ai lu la Bible une fois en 1972 et elle ne m'a jamais quitté. Je trouve les enseignements du Christ vraiment remarquables, non? Si les gens comprennent ce qu'il dit, surtout ses propos profonds. D'accord. Et la Bible, l'Ancien Testament, dit que quand tu tombes du jardin, que se passe-t-il? Maintenant, tu dois travailler à la sueur de ton front pour t'en sortir. Tu sais quelque chose à ce sujet? Quelqu'un qui travaille dur et qui attrape des ulcères et des névroses pour s'en sortir? C'est ça. D'accord. Ton état naturel, c'est ça va, je vais bien, tout va bien, tout est Dieu, tout est un chant quantique. D'accord. J'ai déjà dit quelque chose de beau. D'accord, il a dit, la réalité est une illusion, bien qu'elle soit très persistante. Alors tu penses, Jonathan, que chacune de ces vaguelettes, quarks, leptons, bosons, chacune de ces vaguelettes doit se comporter de la même façon pour que ta chambre soit là le matin. Tu comprends ça? Que ton corps est là le matin? Waouh, à quel point Dieu est-il brillant. Je veux dire, c'est incroyable. Et ça se passe partout dans tout l'univers. Tu dois élargir ton esprit et ta conscience pour pouvoir partir de la réalité. Alors descends et allons-y. The Hansons. D'accord. Voyons ce que nous pouvons faire sur une petite planète isolée pendant quelques années. Pense comme ça. N'es-tu pas sur une toute petite planète pour seulement quelques années? Tu peux gérer? C'est incroyable. Et Maïm et moi avons récemment parlé de la puissance de l'émerveillement, à quel point cela peut transformer ce que nous ressentons et notre expérience. Juste s'arrêter, faire une pause et regarder l'intelligence de la nature, observer l'intelligence tout autour de nous et à quel point c'est incroyable que nous existions même. Le fait que la lumière puisse être traitée et qu'on puisse voir ma main ainsi que toutes les choses incroyables qui nous entourent. Ce que tu décris en termes de notre conscience est déjà élargie. Et si nous ne l'expérimentons pas tout le temps, c'est parce que nous la limitons. Oui, nous sommes distraits. Vous savez, nous recevons beaucoup de questions de notre public. Que dois-je faire pour me sentir mieux, plus intuitif? Comment puis-je augmenter la synchronicité dans ma vie? Et ce que j'entends, et vous savez, parfois je pensais qu'il fallait s'ouvrir, mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se limiter. Arrêtez de vous contracter. Bien. C'est magnifique. J'utilise toujours l'exemple d'une loupe, comme je vis à la campagne. Donc il y a des champs, d'accord? Et le soleil éclaire le champ de façon assez uniforme. Prenez une loupe et tenez-la à un endroit et vous allez brûler les feuilles qui sont en dessous, n'est-ce pas? Ça a capté la puissance du soleil, n'est-ce pas? Et elle l'a concentrée en un seul point. C'est ce que tu as fait.
C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris la puissance de la conscience et nous l'avons limitée à observer mes petites pensées, mes petites préférences, mes petites émotions. C'est adorable, n'est-ce pas? C'est la cause de toute souffrance. C'est la cause de toute souffrance. Qu'a dit Bouddha? Nous en avons parlé, donnons à chacun le même temps, d'accord? Les 4 nobles vérités. Toute vie est souffrance. Ça ne veut pas dire que tu t'es toujours cassé le bras, ni qu'il est négatif. C'est plutôt négatif, non? C'est vrai, tu te fais souffrir à travers tes pensées. La cause de toute souffrance, c'est la préférence. Si la pluie ne te dérangeait pas, ça ne t'embêterait pas. Si cela ne te dérangeait pas que ton conjoint rentre de mauvaise humeur et ait besoin d'espace, tu ne crierais pas ni ne dirais « ne me traite pas comme ça ». Tu comprends? Tu aurais de la compassion, tu serais compréhensif, c'est parce que tu as des préférences. D'où viennent tes préférences? Ne pense surtout pas les avoir inventées, d'accord? Elles viennent de tes expériences passées, des livres lus, des personnes t'ayant maltraité ou été gentilles avec toi. Et ensuite, tu formes ces préférences sur ce que tu veux continuer et ce que tu ne veux pas continuer. Et le Bouddha enseigne que c'est la cause de toute souffrance. Il va très loin là-dedans parce que c'est vraiment la cause de toute souffrance. D'accord. Et quelqu'un m'a dit un jour, j'ai donné une conférence comme ça, une personne très riche est venue après avoir entendu une de mes conférences. Et il a dit, mais j'aime mes préférences. Moi, je possède 6 maisons, là-bas à Bel Air ou peu importe, d'accord, et blablabla, blablabla. Et il a dit, je ne veux pas abandonner mes préférences. Alors j'y ai réfléchi un peu. J'ai dit, d'accord. Le 3e patriarche disait, la grande voie n'est pas difficile pour ceux qui n'ont pas de préférence. J'ai dit, il m'a donné la permission, le 3e patriarche, de changer ce qu'il a dit. Tu es prêt? Voici la modification. La grande voie n'est pas difficile pour ceux qui préfèrent tout. C'est profond d'y penser parce que c'est la vérité. D'accord? Aime simplement ça, mec. N'est-ce pas? Tu vis le meilleur moment de ta vie. Cela soulève un point important que nous entendons aussi souvent de notre communauté, à savoir, il est facile de se sentir connecté à l'univers et que tout va bien lorsqu'il y a un certain confort. Et on peut accepter la mauvaise humeur, mais si la mauvaise humeur commence à vous attaquer, alors on se demande jusqu'où peut aller ma compassion? Et si vous n'avez pas assez à manger, alors, comment équilibrer cette idée de s'abandonner et d'expérimenter cette conscience ultime tout en augmentant notre connexion à tout ce qui existe avec la lutte matérielle que les gens traversent? Est-ce simplement que vous changerez de perspective et que vous vous sentirez mieux par rapport à votre situation? Ou bien est-ce que faire ce travail peut aussi entraîner des changements matériels dans nos vies, offrant ainsi plus d'opportunités, vous savez, comme si l'univers essayait de nous aider? Tout le monde n'aura pas 6 maisons, mais cela pourrait nous aider à garder la tête hors de l'eau et faciliter la vie quotidienne. Évidemment, il est vrai que plus on possède et plus on est à l'aise. C'est drôle, je n'ai pas envie de le dire, mais je vais le faire. Plus on a l'occasion de lâcher prise et de faire ces choses différentes, devine quoi? Ils ne le font pas. Les personnes riches ont tout autant de problèmes. Elles sont tout aussi malheureuses. Elles ont tout autant de divorces. Tu comprends ça? Ce n'est pas vrai que posséder des choses te fait aller bien. Bien sûr, il y a une limite en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et le logement, n'est-ce pas? Il y a un problème physiologique si je ne les ai pas. Existe-t-il des cultures très primitives qui possèdent peu, mais qui, selon les mesures du bonheur, sont parmi les plus heureux? Tu comprends? Ils vivent de la terre et mangent des herbes. Différentes choses, d'accord. Donc ce n'est pas vrai qu'il faut avoir beaucoup ou les deux. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup pour aller bien. Et si tu as beaucoup, franchement, on voit ces milliardaires là dehors, ils n'ont pas l'air de tellement s'amuser. Je suis désolé. Ils en ont l'air? D'accord. C'est comme, pourquoi doivent-ils se battre avec tout le monde? Pourquoi se battent-ils entre eux? Pourquoi faut-il que ce soit cette lutte constante et ce casse-tête? Parce qu'avoir des choses ne résout pas le problème. Le problème, c'est comment ça se passe en toi. Si tu ne vas pas bien, c'est que tu es perturbé. Remets de l'ordre. Alors commençons par là, et ensuite tu prends les grands exemples. J'utilise toujours Gandhi. Il donnait une conférence politique sur scène. C'était un être exceptionnel. Quelqu'un est venu et lui a tiré dessus. Il a vécu cette terrible expérience, son corps touché par balle, il va mourir. Qu'a fait Gandhi à ce moment-là? Exactement à ce moment-là,
Il a fait un pranam directement à cette personne comme un acte de pardon en tombant au sol et en mourant, n'est-ce pas? Tu aimerais être comme ça? Tu aimerais pouvoir faire ça? Tu aimerais être assez évolué, assez clair pour ne pas te plaindre, n'est-ce pas? Tu apportes simplement la Shakti, la conscience, l'esprit, la beauté, l'amour, la compassion dans ce plan d'existence et tu donnes l'exemple. Regarde ce que cet homme a fait. Il a libéré un pays. Tu comprends ça? Et tu réalises simplement que ce n'est pas une question de richesse matérielle. Il s'agit de ton état intérieur. Il y a ce genre de chevauchement entre une notion de compassion et d'acceptation. Et je ne pense pas que j'avais réalisé à quel point elles se recoupaient jusqu'à ce que je t'entende en parler. Quand on dit aux gens d'accepter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ils doivent l'apprécier. Ça veut dire que tu dois accepter que d'autres choses puissent exister en dehors de ce qui te met mal à l'aise. Et ce que tu fais de cette tension déterminera littéralement ton propre bonheur. C'est-à-dire que nous sommes dans cette prison, tu vois, dont nous avons nous-mêmes la clé pour nous en libérer. L'acceptation résout tous mes problèmes aujourd'hui, tu sais? Cette notion de je n'aime pas ton opinion politique, mais tu as le droit de l'avoir. C'est basé sur ta propre expérience, tes propres perspectives. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer du lien parce que honnêtement, nous ne faisons qu'un, de toute façon. Ça ne veut pas dire que tu es clair et tout ça, que quand tu reviens, tu ne protestes pas. Tu as parfaitement le droit de prendre la somme de tes expériences acquises et avec amour, avec compréhension, avec compassion dire « tu es de l'autre côté de la rue, salut, je suis de ce côté de la rue, salut », d'accord? Et au moins, on a une chance de parler et de travailler ensemble. Donc ce n'est pas que tu ne fais rien, d'accord? Tu as le droit d'exprimer tes opinions, d'accord? Mais fais-le avec amour. Fais-le avec, tu l'as parfaitement dit. Fais-le en comprenant pourquoi les gens ont des opinions différentes des tiennes. Certains sujets pourraient être abordés, mais je ne le fais pas. Il est normal qu'ils aient des avis différents. Tu comprends ça? Je ressens très fortement le droit à telle ou telle chose. Je ressens très fortement ce droit, et toi aussi, d'accord? Mais qui es-tu? Qui est ce toi là-dedans qui regarde cet esprit qui a été programmé par tes expériences passées? Peux-tu transcender ce conditionnement, puis redescendre, t'exprimer et le faire, mais le faire avec amour et beauté? C'est très utile parce que je pense aussi, tu sais, il y a tellement besoin de coopération et tellement de tout cela se perd quand il y a cette polarisation. Et je ne te parlerai pas parce que tu portes cette étiquette, ou je ne parlerai pas à cette personne parce qu'elle en a fait son identité, au lieu de se demander comment on peut travailler ensemble. Il y a, tu sais, des implications vraiment importantes à grande échelle. Mais je me demande, ce sont des sujets dont, je pense, beaucoup d'entre nous peuvent parler assez facilement. Mais je me demande si tu parlais à quelqu'un qui n'a vraiment aucun cadre spirituel et aucun sentiment de connexion avec cette conscience dont nous parlons tous. Que dis-tu à un débutant? Que dis-tu à quelqu'un qui est sceptique ou qui, vraiment, ne sait tout simplement pas? Comment présentes-tu cela à un débutant? Ce que j'ai découvert, et j'ai commencé cela, je me suis simplement réveillé, si tu veux, au début des années 70, et je voulais en parler. J'ai réalisé que je suis ici à m'observer, tu vois. L'observateur en moi s'est éveillé. Je suis ici à m'observer. Es-tu là-dedans? Allô? Es-tu là-dedans? Et chaque personne à qui j'ai posé la question, tout le monde, es-tu là-dedans? Ils ont dit oui. D'accord? Tu es là-dedans. Tu sais que tu es là-dedans. Que veut dire là-dedans? Je ne l'explique pas. Je sais que je suis ici. D'accord? Je suis ici. Je ne suis pas dehors. Je suis ici. D'accord? D'accord. Comment c'est là-dedans? Et tout d'un coup, immédiatement, ça devient introspectif. Ils ont été forcés de regarder là-dedans, pas de se demander comment c'est là-dehors. Comment c'est là-dedans? Honnêtement, c'est effrayant, jaloux, pas sûr de soi, c'est beaucoup de choses. Besoin d'attention, non? C'est plutôt étrange, non? D'accord? C'est le début. Fini tout ça. Plus de religion, d'obligation, ni d'enseignements imposés, d'accord? Et ils se réveillent. Des gens m'écrivent, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à enseigner, je méditais beaucoup. Mon livre en parle. On m'a demandé d'enseigner dans ce collège, on m'a donné une classe et dit « enseignez ce que vous voulez ». C'était un établissement très ouvert.
D'accord. Et il y avait une femme qui venait. La plupart étaient des jeunes hippies ou des jeunes qui arrivaient. Ils s'asseyaient par terre. Ce genre de choses se passait dans les années 70. D'accord. Cette femme est entrée, probablement à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, costume 3 pièces, assise bien droite sur une chaise, d'accord? Et elle n'aimait pas mon cours. Elle n'aimait pas du tout ce dont on parlait, d'accord? Et quand le cours était terminé, le cours était fini. C'est moi qui ai enseigné le cours. Vous me voulez comme professeur, n'est-ce pas? Ils ont dit, et ma note? J'ai dit, écrivez-moi un devoir, dites-moi ce que vous avez retenu de ce cours et soyez simplement honnête. Je veux savoir ce que vous en avez retiré et vous aurez votre note. D'accord. Elle craignait d'écrire car elle détestait le cours, mais devait y assister car il était obligatoire. Elle est allée voir le président de l'université grâce à ses relations. Son mari était un grand chirurgien ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Moi, je suis juste un petit hippie. Et quand on m'a convoqué, on m'a dit, tu ferais mieux de t'occuper de ça parce qu'elle est très contrariée et elle a peur que tu la fasses échouer. J'ai pensé, oh, je vais la faire échouer. Alors on a eu une petite discussion. Je ne l'oublierai jamais. C'était en 75 ou par là. Je ne l'oublierai jamais. Nous en avons parlé. Elle m'a dit, j'ai peur de l'écrire. Je lui ai répondu, écris simplement la vérité sur la façon dont tu as vécu ce cours. Tu réussiras. Ne t'en fais pas. D'accord. Voilà, c'était mon interaction avec cette dame. 2 ou 3 semestres plus tard, je vais pleurer. J'enseigne des cours du soir toute la journée. 60% des participants à mon cours n'étaient pas inscrits, ils venaient de l'université. C'était ce genre d'époque, d'accord. Et je suis là, assis en train d'enseigner, assis sur le bureau, en position du lotus, en demi-lotus, en train de donner ce cours, ou bien par terre, d'accord. Et quelqu'un est entré, je ne l'ai pas reconnu. Quelqu'un est simplement entré au milieu du cours, en t-shirt et en jean, s'est assis par terre, est venu me voir, Maya, après, et m'a dit « Tu ne te souviendras pas de moi, mais je suis la personne qui s'est plainte de ton cours. » Et je t'ai dit « Je n'ai pas compris un mot de ce que tu disais, mais en fait, si. » Mais j'ai eu un mariage terrible, j'étais une sorte d'épouse modèle, tu vois, et je ne pouvais pas en sortir. Et j'étais coincé là-dedans. Et j'ai entendu chaque mot que tu as dit, mais je ne me laissais pas y penser parce que je savais que je ne pourrais pas gérer ça, tu vois. Bon, il m'a quitté et j'ai été bouleversé, peu importe. J'ai traversé mon épreuve. Et un jour, c'est une histoire vraie. Un jour, je traversais une librairie à Gainesville, tu vois, et j'ai vu ce livre, Autobiographie d'un yogi. Vous l'aviez mentionné en cours et je me suis dit que j'avais besoin d'aide. J'ai pris le livre. Ma vie a changé. J'ai commencé le yoga et je suis devenu la personne la plus heureuse. Et merci beaucoup pour ce que je ne voulais pas vous entendre dire. Et Dieu merci, je l'ai entendu parce que j'ai tout repris et j'ai vécu le reste de ma vie comme ça. D'accord. Donc quand vous demandez comment gérez-vous quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? Vous apportez simplement de l'amour, de l'ouverture et de la compassion à la situation. Vous ne poussez pas les choses trop loin. Vous comprenez cela? Vous n'essayez pas d'imposer vos enseignements de force. Ça ne marche absolument pas. Mais cette question, tu es encore là? Bien sûr, elle l'était, mais refusait de l'admettre, n'est-ce pas? Mais au moment où le barrage a cédé, bam, toutes ses connaissances, chaque mot que je lui avais dit, tous les enseignements sont revenus et elle a commencé à pratiquer. D'accord, je t'ai raconté une petite histoire du soir. Je me demande en quelque sorte, en suivant ce genre de chemin, on parle souvent du soi supérieur. Connecte-toi à ton soi supérieur, n'est-ce pas? Je trouve que ce terme est souvent galvaudé. Peux-tu expliquer à une débutante ce qu'est le soi supérieur, comment le contacter et pourquoi le faire? Tu as en toi beaucoup de déchets que j'aimerais que tu n'aies pas apportés. Tu comprends ça? Mais tu le portes quand même. Et la vérité, c'est que c'est toi qui l'as mis là-dedans et que toi seul peux le laisser sortir. Tu comprends ça? C'est là au fond parce que tu utilises ta volonté constamment, sans arrêt, pour le refouler. C'est pour ça que ça revient dans tes rêves. C'est de ça que parle toute la psychologie. Si tu n'enfouis pas ces choses là-dedans, ils n'ont plus de travail. Même l'IA ne peut rien y faire. C'est parce que tu gardes ces choses en toi. C'est ton moi inférieur. Ton moi inférieur, ce sont ces énergies que tu as enfouies à l'intérieur, dont la plupart étaient inconfortables, presque toutes étaient inconfortables, n'est-ce pas? Elles s'expriment dans ton esprit et dans tes émotions. C'est toute la Shakti qui frappe une belle énergie, qui frappe les ordures que tu as stockées là-dedans, puis qui remonte sous forme de tourmente, qui remonte sous forme de perturbation. C'est ton moi inférieur. Et c'est là que tu finis. Ta conscience est accro, et c'est le bon mot, n'est-ce pas?
Tu es plus accro à cette partie de toi, à toi-même, à ton moi perturbé, que les gens ne le sont aux drogues ou à l'alcool. En fait, ils prennent des drogues et de l'alcool pour fuir tout ça. Tu comprends? Si tu étais en totale béatitude intérieure, tu l'aurais déjà touché. Tu plaisantes ou quoi? Pourquoi est-ce que je me tirerais vers le bas en me saoulant ou à m'amuser? D'accord. Donc c'est ton moi inférieur. Moi supérieur, celui qui regarde ça, le témoin. Je ne veux pas utiliser de mots parce que les gens ne sont pas prêts, n'est-ce pas? Remarques-tu que tu as des problèmes? Remarques-tu quand la colère monte ou quand tu deviens déprimé? D'accord. Comment fais-tu, toi qui le remarques? Oh docteur, je suis tellement déprimé, je le suis depuis si longtemps. Si j'étais thérapeute, tu ne voudrais pas. Je demanderais, comment tu sais? Oh, il s'énerve contre moi. Comment ça, je sais quoi? Comment sais-tu que tu es déprimé? Je suis là-dedans? C'est très spirituel. Qui est là-dedans? Qui est là-dedans qui remarque que tu es déprimé? Qui est là-dedans qui remarque que tu peux être heureux? Qui est là-dedans? C'est ton moi supérieur. Celui qui est là-dedans et qui remarque la conscience, tu vois, regarde le moi inférieur. C'est pour ça qu'on parle de supérieur et d'inférieur. C'est une belle explication. Et je pense, nous devons vraiment prendre un moment et parler de la façon dont nous sommes accros au chaos et à l'agitation, de ce schéma que tu as décrit. Si j'y réfléchis une seconde, tous les autres comportements que les gens ont reviennent à l'addiction à ce chaos. C'est un pic, c'est de l'adrénaline, c'est je ne peux pas gérer ça. Et c'est ça le problème. Et puis l'esprit part dans tous les sens pour essayer de le cerner, de le comprendre, de blâmer quelqu'un. Et si cela ne m'était pas arrivé, je n'aurais pas ces caractéristiques, et ce sont des milliers, des millions d'heures et des milliards de dollars dépensés à essayer de nous extraire de ce schéma de chaos, mais en réalité, ce que c'est une addiction à ce pic d'énergie. Tu as absolument raison. D'accord. Mais moi, quand je décris vraiment en profondeur ce qui se passe, c'est tout ce qu'on appelle Shakti. Tout cela, c'est de l'esprit. Tout cela, c'est la Shakti. D'accord. Et ce qui est censé se passer, c'est que ça descend et ça passe à travers toi. Et tu vis des expériences. Et chaque expérience que tu vis fait de toi un être plus évolué. Si tu n'as jamais touché un piano et que tu joues une note, tu es un être plus évolué que tu ne l'étais avant d'avoir joué cette note. Tu en sais plus maintenant. Correct? Chaque expérience dans la vie t'apprend quelque chose, d'accord? Mais on n'arrive pas à le supporter. On résiste, et ce à quoi on résiste, on le refoule. Cette énergie ne circule plus librement. Elle ne peut pas remonter, bloquée par tes ordures et problèmes. Elle essaie alors de trouver un passage, c'est-à-dire des choses que tu aimes, des choses qui te rendent heureux. Alors elle contourne un peu et dit « Oh, je suis heureux parce qu'il a dit qu'il m'aime. Attends une minute, il a dit qu'il l'aime aussi, elle. Ah, d'accord. Si elle continue à rencontrer des obstacles et que tu cherches ta voie, c'est ce qu'on fait. Trouver un partenaire, une voie dans la vie, des finances, un emploi, tout ce qui nous permet de composer avec nos problèmes, on ne cherche pas à s'en débarrasser, n'est-ce pas? Nous cherchons à créer un environnement extérieur qui rende plus confortable la vie avec nos problèmes. Et ensuite, on se sent heureux si on obtient ce qu'on veut. Et on ne se sent pas heureux si on n'obtient pas ce qu'on veut. Ce sont ces schémas-là en bas. Donc plus tu lâches prise, c'est ce que j'enseigne toujours, tu vois, n'en rajoute pas davantage. Pourquoi ferais-tu ça? C'est contre-productif, non? Au quotidien, n'en mets pas plus là-dessous, d'accord? Ne résiste pas. En faisant cela, tu apprends à ne plus le faire, puis des choses plus importantes surgissent et tu apprends à les laisser partir. Et tout à coup, ça pouvait sembler énorme. Tu sais, quand tu avais 10 ans et qu'on t'a pris ta Barbie, tu as paniqué, non? Maintenant, je m'en fiche, ça ne m'intéresse plus. J'ai dépassé ça. Dépasse ces problèmes que tu as accumulés quand tu étais plus jeune. Et plus jeune, ça veut dire hier. Tu continues à lâcher prise et l'énergie circule librement. Et ce qui se passe, et c'est ce que tu veux vraiment entendre, c'est qu'à un moment donné, l'énergie qui vient d'en bas, parce que c'est comme un flux cyclique de Dieu humain, Dieu humain. D'accord? Qu'est-ce qu'un être humain? Dieu descendu. Je sais que ça n'en a pas l'air, mais c'est le cas. D'accord? Quel est le rayon de lumière qui se trouve sur le champ dont j'ai parlé? Ce soleil situé à 150 millions de kilomètres, c'est ça qui descend. Ces rayons descendent. D'accord. Donc cette conscience circule et s'exprime à travers toutes ces différentes formes de vie. D'accord. Quand tu fais un grand nettoyage intérieur, c'est quelque chose de majeur. Mais quand tu entretiens ensuite, ça remue moins de choses. Maintenant, c'est plus facile d'aller bien.
D'accord. Ils vont encore citer le Christ, non? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. L'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire du monde extérieur, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a la Shakti là-dedans, il y a l'esprit là-dedans, il y a une énergie là-dedans qui n'est pas associée à l'extérieur. D'accord, mais c'est bloqué. Lorsque tu lâches prise, les deux fusionnent, n'est-ce pas? Le soi supérieur. Il n'y a plus de soi supérieur ou de soi inférieur. Il n'y a que le soi. Quand tu dis que tout ce qui est là-dedans, c'est nous qui l'y avons mis, et donc nous avons le pouvoir de l'enlever. Comment abordons-nous le traumatisme? Comment abordons-nous le traumatisme intergénérationnel? Comment abordons-nous cette notion que, et c'est vrai, cela fait aussi partie de la conversation bouddhiste? De quoi avons-nous hérité? Quel est notre héritage, en quelque sorte? Comment pouvons-nous nous en libérer? Jusqu'où puis-je dire « j'ai mis cela ici, je veux l'enlever », plutôt que ressentir qu'on m'a transmis quelque chose qui ne m'appartient pas? Comment m'en libérer? Tu as mentionné le bouddhisme, d'accord? Donc, si tu veux parler d'héritage au sens génétique ou d'héritage au sens des vies antérieures, je peux aborder les deux, n'est-ce pas? Donc, par exemple, quand tu travailles vraiment en profondeur sur toi-même, tu verras qu'il y a des choses là-dedans qui sont en quelque sorte plus grandes que ce que ta conscience peut saisir. Tu ignores pourquoi c'est là, comme quelqu'un qui craint le vide. Je te donne juste cet exemple. Pourquoi? Il ne leur est jamais rien arrivé. Alors pourquoi toi, tu es à l'aise avec la hauteur et toi, tu ne l'es pas, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un trait hérité physiologiquement, génétiquement, ou est-ce que ce sont des vies antérieures? Je m'en fiche. Je ne fais pas la promotion des vies antérieures. Je ne fais rien, d'accord? Donc tu vois, ça n'a pas d'importance. Le point, c'est que c'est là-dedans. D'accord. Que dois-je en faire? Peut-on y travailler? Oui. Est-ce que c'est là-dedans? Non, ce n'est pas parce que tu l'y as mis. Tu l'as fait dans tes vies antérieures, peu importe quoi. Au fond, tu es la volonté, la conscience. La conscience est le pouvoir suprême qui a créé l'univers. Tu comprends? Si c'est là-dedans et que c'est gros, avec des choses qui effraient rien qu'à y penser, on ne peut même pas en parler, tu n'en parles pas à ton père, tu ne peux pas gérer, non? Donc il y a quelque chose. Pourquoi? Et ça essaie de remonter. Ça se déclenche et ils ne peuvent pas le gérer. La réponse, c'est d'apprendre à le gérer. Peux-tu apprendre à le gérer? Maintenant, tu m'as posé cette question. Mickey, est-ce que c'est Michael? Peu importe qui je suis, je ne sais pas. D'accord. En gros, est-ce que tout ce qu'il y a là-dedans peut être lâché? Oui. Y a-t-il de la superglue là-dedans qui retient du ciment? Non. La seule raison pour laquelle quelque chose reste là-dedans, c'est parce que inconsciemment, profondément, peu importe, la volonté, la force de la volonté le retient. Comment le sais-tu? Parce que quand ça essaye de remonter, je repousse cette foutue chose vers le bas, non? Correct. Et si tu ne le fais pas, c'est traumatisant. J'ai vécu une expérience traumatisante. Ne me dis pas, et si je ne le fais pas, je sais que tu ne peux pas le faire maintenant. Mais si tu peux gérer le conducteur devant toi, si tu peux supporter de frapper la balle de tennis dans le filet à chaque fois jusqu'à t'améliorer à force de t'entraîner, tu peux t'entraîner à lâcher prise. Voilà où j'en suis après avoir compris tous mes enseignements, n'est-ce pas? Je sais que c'est difficile de lâcher prise. Je sais que ça fait mal. Si ça a été stocké avec de la douleur, ça revient avec de la douleur. Tu le sais. D'accord. Mais même les vieilles choses là-dessous sont les mêmes, mais tu leur résistes, tu réagis à elles. Entraîne-toi à être en paix avec les petites choses, avec la météo, avec ce que quelqu'un a dit. Tu vas voir, tu t'améliores comme quand tu t'exerces au piano. D'accord. Tu t'entraînes à lâcher prise. Soudain, tu remarques que ces choses reviennent. J'adore quand on me dit « je suis allé travailler et il s'est passé quelque chose, mais je ne m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi en voiture ». Ça m'aurait dérangé avant, je ne l'ai même pas remarqué. Je veux aborder quelque chose que l'expérience de l'abandon, tu sais, mettait en lumière avec beaucoup d'avance sur son temps, à bien des égards. Et il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur la notion de laisser tout arriver, n'est-ce pas? La théorie du laissez-les dont Mel Robbins est venu parler. Mais lorsque Jonathan et moi nous préparions à vous reparler, Jonathan a eu une révélation très intéressante. Et il m'a dit: l'expérience de lâcher prise de Michael Singer était l'original. Laisse-les, c'est-à-dire fais tout ce qui se présente à toi avec tout ton cœur et toute ton âme, sans se soucier des résultats personnels, en lâchant prise de tes besoins, en lâchant prise sur ce que tu aimerais que les autres fassent.
C'est vraiment l'idée d'origine. Laisse simplement les choses suivre leur cours sans essayer de forcer, de gérer, de manipuler, de contrôler ou de te sacrifier pour ça. Peux-tu nous donner un petit cadre sur l'expérience de lâcher prise et sur la façon dont, en réalité, tout ton parcours a été un immense lâcher prise? Lâcher prise. Certaines personnes comprennent mal le lâcher prise en pensant que cela signifie laisser tout ce qui se passe à l'extérieur arriver, simplement lâcher prise et accepter. Alors je dis à ces personnes, si un dealer vient vers vous avec de l'héroïne et vous dit « tu en veux », vous devriez dire oui, n'est-ce pas? Évidemment non, d'accord, ce n'est pas ça le lâcher prise. Très bien, le lâcher prise est quelque chose que vous faites en vous-même lorsque vous sentez la résistance monter à cause de vos propres problèmes. Vous comprenez ça? Vous sentez ça monter en vous. D'abord, lâchez prise. Lâchez prise, détendez-vous, détendez-vous. Laissez-le vous traverser. Ensuite, revenez et soit vous parlez au dealer, soit vous ne lui parlez pas, peu importe. Prenez une décision raisonnable, comme je l'ai dit auparavant, d'accord? Basée sur la clarté, n'est-ce pas? Mais il n'est pas vrai que le lâcher-prise veuille dire que je fasse tout ce qu'on met devant moi, n'est-ce pas? J'ai toujours essayé de comprendre ce qu'on m'a présenté, même si je ne suis pas parfait. Mais j'ai essayé d'y voir clair du mieux que je pouvais, puis de gérer ça avec compréhension, compassion, équité, et ainsi de suite. Pas moi. Donc, le lâcher-prise consiste à se détacher intérieurement de soi-même. Et puis, tu reviens et tu gères ça. D'accord. Et oui, l'acceptation, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est accepter la réalité. J'accepte que c'est arrivé. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire à ce sujet. La vie, c'est de l'interaction. Nous interagissons. Mais de quel état d'esprit pars-tu? Je veux que tu partes de la clarté. Je veux que tu partes de l'ouverture et de l'amour. D'accord. Ensuite, tu redescends t'en occuper. Il y a un malentendu chez certains, mais la plupart s'en sortent très bien. Comme tu le sais, ce livre a eu un grand succès. Publié dans 40 pays, 6 millions d'exemplaires vendus. Les gens m'écrivent sans cesse. Karen et moi, nous ne sommes que deux. Nous recevons tellement de messages et presque 70% de chaque email que nous recevons dit « merci ». Tu as changé ma vie. Je n'ai changé la vie de personne. Je t'ai dit de lâcher prise, n'est-ce pas? Et ce que tu lâches, c'est ce qui ruine ta vie. Et ce qui reste, tout s'assemble, tout se déroule de façon incroyable, à quel point l'univers est parfait. Il y a 2 points et idées très importants dans ce que tu décris, et certaines personnes pourraient avoir besoin d'un peu plus d'explications à ce sujet. La première chose, c'est d'être conscient du moment où la résistance commence à apparaître. C'est un concept somatique dont beaucoup de gens ne sont pas conscients parce qu'ils ont tendance à immédiatement le refouler, à essayer de le gérer ou à l'analyser mentalement. Ils ne s'en rendent même pas compte. Conscient de ce qu'est la résistance ou du moment où elle commence à se manifester. Donc, c'est la première partie. Peux-tu parler de la prise de conscience de la résistance comme étape fondamentale et principe de base dans ce processus? Tu ne vas pas pouvoir gérer quelque chose de très important. Ton enfant se drogue, ta femme te quitte, il y a une grande tempête. Tu ne vas pas pouvoir être simplement présent à ce moment-là. Il va y avoir une réaction énorme à l'intérieur de toi. Tu vas te perdre, te battre et lutter. Je comprends ça, bien sûr que je comprends ça. Mais s'il pleut dehors et que tu dois sortir pour distribuer des journaux, tu n'es pas obligé de t'énerver. Tu sais, tu n'es pas obligé, n'est-ce pas? Mais tu auras tendance à le faire. Il y aura cette résistance, même avec le conducteur devant toi. Puis il met son clignotant, mon pote. Ces petites choses insignifiantes, tu t'entraînes là et tu prends vraiment la peine de te dire, si je vais jouer au tennis et que je frappe dans le filet, je vais tourner un peu ma main, n'est-ce pas? Et je vais m'améliorer. Je vais m'entraîner avec un coach, non? C'est ce que tu fais en lâchant prise. Tu t'entraînes avec ce qui est le plus facile à atteindre. C'est ce que cette façon de vivre t'amène à faire. D'accord. Et si tu fais ça, tu deviendras bon à ça. Bien sûr, je n'ai pas à me plaindre qu'il pleut. C'est juste stupide. J'ai juste pris l'habitude de le faire, tu vois. Bon, je vais utiliser l'affirmation. Je vais utiliser ça. Peu importe ce que c'est. Je vais lâcher prise et avant que tu t'en rendes compte, tu seras meilleur la prochaine fois. Et donc, tout d'un coup, l'écart entre la résistance, cette énergie qui monte en toi et le moment où tu y réagis va s'agrandir. Tu réalises que tu n'es pas obligé de le faire,
Et maintenant, tout d'un coup, tu es avec ton conjoint, tu commences à sentir cette résistance qui monte, tu vois? Et tu réalises que ça vient de ma mauvaise journée au travail. Ça n'a vraiment rien à voir avec la conversation qu'on est en train d'avoir. J'ai juste besoin de me débarrasser de tout ça. Et tu vas te rendre compte que tu as un moment. Au début, c'est juste un moment de conscience qui te dit: «Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne suis pas obligé de faire ça. C'est difficile, non?» Et tu respires, tu fais toutes les choses dont tu parles. À chaque fois que tu le fais, tu t'améliores. Chaque fois que tu joues du piano, tu t'améliores. Tu comprends? C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comment je gère ces situations terribles que je ne peux pas gérer. D'accord. Tu commences par apprendre à gérer les situations simples et avant même de t'en rendre compte, tu passes à l'étape suivante. Eh bien, et je pense que c'est aussi un point important. De la même manière que tu ne peux pas contrôler la pluie, tu ne peux pas contrôler s'il pleut ou non. De la même façon que tu ne peux pas contrôler ça, tu ne peux pas contrôler les autres personnes, n'est-ce pas? Donc, dans toutes les situations où on essaye de s'en mêler et où on pense qu'on peut régler le problème. Et si on, tu sais, cache l'alcool, alors ils ne le boiront pas. Ou si on se fait refaire la poitrine, ils nous aimeront davantage. Tu sais, peu importe ce qu'on essaye de contrôler, c'est littéralement la même chose que de penser qu'on peut contrôler la météo. Quand on me dit « Je ne sais pas si je crois en Dieu, je crois en la science », je réponds « Si tu crois contrôler la météo, alors tu es ta propre puissance supérieure. Tu viens juste de décider que tu es Dieu. Si on est tous d'accord qu'on ne peut pas contrôler la météo, alors on est tous au même niveau. Et il doit y avoir quelque chose de plus grand que nous qui est aux commandes, ce qui est très libérateur. Je n'ai plus besoin de tout contrôler. Je n'ai pas à dépenser toute mon énergie à essayer de faire en sorte qu'il ne pleuve pas alors qu'il pleut déjà. Et puis, si tu reviens à ce petit moment de discussion que nous avons eu sur le champ quantique, voyons comment contrôler le champ quantique. Mais tu viens de dire que tu es un scientifique. Tout cela vient bien du champ quantique, non? D'accord, j'ai fini. Je parle du champ quantique à des gens ordinaires, non pas pour le comprendre ou en apprendre plus, mais tout simplement. Je voulais comprendre, est-ce que tu crois vraiment que tu vas descendre jusqu'à ces petites ondes, n'est-ce pas? Que les supercollisionneurs ont découvert qu'elles existent, non? Et que c'est la base de tout ce que tu expérimentes, absolument tout, n'est-ce pas? Et tu vas contrôler ça? Ah, 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 ah. Et tu lâches prise. Et tu es libre. Nous ne pouvons pas le contrôler, mais l'observer peut le modifier légèrement. C'est vrai, je ne veux pas parler de la loi de l'attraction. Voici ma position sur la loi de l'attraction. Comment as-tu choisi ce que tu voulais attirer? Parce que je connais ce que tu fais. Parce qu'un grand être ne cherche rien à attirer, il s'en fiche. Tu comprends? Ils sont déjà en extase, tout est magnifique. Mais si tu ne vas pas bien et veux une voiture, ou une nouvelle maison, ou nouveau travail, n'est-ce pas? Tu peux émettre de l'énergie pour l'attirer. Et surtout, fais-le. Surtout si tu vas déprimer, si ça n'arrive pas. Tu sais, je veux que tu sois heureux, d'accord? Mais je veux qu'à un moment donné, tu te demandes comment ai-je décidé que j'avais besoin de ça? Combien de fois as-tu attiré quelque chose avant de te rendre compte que tu n'en avais pas besoin? La question dépasse celle de ton pouvoir d'attraction. Pourquoi l'utilises-tu? Parce que je ne vais pas bien, tu comprends. Je l'utilise uniquement parce que je ne vais pas bien. J'espère qu'en obtenant ce que je veux, ça ira mieux, au moins un temps. On verra bien. J'aimerais que tu lises mes livres et que tu écoutes le podcast. J'ai un podcast disponible, un seul podcast. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une conférence. Ce sont mes conférences que je donne au temple. Elles paraissent chaque mardi et jeudi. D'accord. Et si tu les écoutes, ce que tu entends, c'est je peux mieux travailler sur moi-même, je peux mieux gérer ça. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que tu veux, exactement ce que Maya a dit à Malawi. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que tu veux, n'est-ce pas? Il s'agit d'honorer et de respecter ce qui est et d'être émerveillé que cela existe tout simplement. Je voudrais poser une question à propos d'un autre terme qui circule beaucoup, mais je pense que tu as les idées très claires là-dessus et nous aimerions t'entendre là-dessus. La notion de conscience en dehors de notre corps physique, la notion d'une conscience collective, d'une conscience supérieure. Et nous avons beaucoup parlé de cela en termes, tu sais, de la tradition des archives akashiques et de la possibilité d'accéder à quelque chose, n'est-ce pas? Mais cela nous intéresse particulièrement depuis que nous t'avons parlé pour la première fois. Nous avons parlé à beaucoup de personnes qui ont eu des expériences très exceptionnelles avec des états de conscience modifiés.
Certaines étaient psychédéliques, d'autres concernaient des personnes comme le physicien Thomas Campbell. Elles étaient transcendantes. Nous avons parlé à beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, profondes et documentées, où elles font l'expérience d'une conscience distincte de leur corps physique. En ce qui concerne ta compréhension de ce soi supérieur, de ce soi observateur, où se trouve la conscience? C'est très facile pour toi, par exemple, de dire « Oh, eh bien, l'esprit est quelque chose que nous construisons et qu'il est en dehors du corps ». Comment peux-tu nous aider à comprendre où se trouve la conscience et ce qui se passe, disons, lorsque nous mourons? Est-elle toujours là? Je suis honoré que tu poses cette question, tu sais. Maintenant, mais sois prêt à écouter. Nous avons parlé de la façon dont la science a montré qu'il existe ce champ d'où tout émane, n'est-ce pas? Les bosons incarnent toutes les forces connues, ainsi que les quarks et les leptons. Tout s'assemble naturellement, non? Donc c'est une couche d'un champ, pas de particules. C'est un champ d'énergie de quelque chose. De quoi elle se fait? Je t'ai dit, les grands maîtres ne sont pas allés à l'extérieur pour étudier les sciences. Ils sont allés dans des grottes, les anciens rishis, n'est-ce pas? Et ils ont étudié la conscience. Pourquoi? Parce que je suis conscient. Quand j'étudie la conscience dehors, je n'étudie pas la conscience, mais seulement des choses. Non, je suis conscient d'être conscient. Je suis celui qui suis. Je vais m'exercer à lâcher prise sur l'objet de la conscience afin de pouvoir expérimenter la source de la conscience. D'accord? Et ce qu'ils ont découvert, c'est que, tu l'as compris, n'est-ce pas? Qu'ils sont cela, cette conscience. Très bien. Donc c'est une façon de voir les choses, le champ quantique, d'accord? L'autre, c'est simplement la Bible. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas difficile de penser que le Verbe est l'homme, ou Amen, ou une vibration. Au commencement était le Verbe. Quel est ce Verbe? Une vibration qui vibre dans la conscience de l'univers. Celui qui est conscient de l'univers a créé une vibration. Et d'ailleurs, c'est ça votre champ quantique. Je ne m'attends pas à ce qu'ils comprennent. Ce n'est pas grave, d'accord. Mais cette vibration primordiale, au commencement, il n'y avait pas de commencement. C'est infini, n'est-ce pas? Mais au commencement de ce que vous considérez comme la création, le Big Bang, peu importe comment vous l'appelez, n'est-ce pas? Quand la forme est apparue, au début, il y avait une vibration. Et le Verbe était avec Dieu. Cette conscience a créé cette vibration. Et de cette vibration, toute la forme a émané, n'est-ce pas? Et ensuite, la conscience regarde la forme qu'elle a créée. Donc, quand vous me demandez où est la conscience, il n'y a que cela. Tout est conscience. Tout est fait de conscience. Elle regarde, il n'y a rien d'autre que la conscience. Dieu seul est réel. D'accord, c'est la vraie réponse. Mais c'est bien plus vaste que ce que vous demandiez. D'accord. Mais c'est la vraie réponse, n'est-ce pas? Si toute forme est faite de conscience, qu'est-ce qui en fait l'expérience? La conscience. La conscience, c'est ce qui fait l'expérience des choses, non? Maintenant, tu vois que c'est elle qui les a créées. C'est comme quand tu dors, n'est-ce pas? Tu as créé les bâtiments, tu as créé les relations, tu as créé les problèmes, tu as créé les disputes, tu as créé la guerre, tu as tout créé à partir de quoi? Issu d'un unique champ de l'esprit. Les bouddhistes l'appellent esprit, d'autres consciences, peu importe, mais tout est fait de toi, non? C'est ce qui se passe ici. D'accord. Dieu a créé l'univers entier et il est descendu pour jouer en lui-même, pour descendre et l'expérimenter, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi a-t-il connu la chute dans le jardin? Lui, je ne veux pas la pomme, je veux ça, n'est-ce pas? Il s'est perdu. Il s'est perdu dans l'ego. Il s'est regardé assez longtemps pour commencer à s'identifier à ce qu'il regardait au lieu de s'identifier à celui qui regarde. Écoute ça, d'accord? Tu t'identifies à ce que tu regardes, tes pensées, tes émotions, ta forme, n'est-ce pas? Au lieu de t'identifier à celui qui regarde, d'accord? Quand tu t'éveilles, ça ne fait pas ça, c'est drôle. Comme je l'ai dit, j'ai lu la Bible une fois, mais j'aime le fait que ça revienne sans cesse, d'accord? L'histoire d'Adam dans le jardin, c'est bien sûr ma version, d'accord? Dieu se promène dans le jardin. Dieu est tout, il est partout, il est toute chose, il n'y a rien d'autre que Dieu, d'accord? Et il dit, Adam, où es-tu? Tu es moi, nous ne faisons qu'un, je comprends, qui es-tu? Et Adam a dit, je me cache, waouh, c'est assez profond. Comment peux-tu te cacher de Dieu en fixant la forme au lieu de prendre du recul pour voir qui la regarde? D'accord.
Toi et toi, vous vous perdez, mais le vrai pouvoir. Et ils ont dit, où es-tu? Je me cache. Et Adam se lève et Dieu dit, waouh, c'est quoi ce truc autour de ta taille? N'a-t-il pas dit ça, n'est-ce pas? Et Adam a dit, j'étais nu. C'est tellement, tellement profond. Chaque animal est nu, tout est nu, n'est-ce pas? Mais l'ego s'est identifié à la forme tellement qu'il utilisait le mot je pour parler de ce qu'il regardait. Où est la conscience? C'est tout ce qu'il y a. C'est juste la danse de la conscience. C'est la conscience qui regarde la conscience, qui fait l'expérience. Le Christ a dit quoi? Pas un cheveu de ta tête ne bouge sans que Dieu ne le sache. Pas un moineau ne tombe de l'arbre parce qu'il est l'arbre. Il est le moineau. Ce n'est pas comme si c'était un type assis là-bas avec une barbe. D'accord? C'est tout l'univers qui est de l'expression de la conscience divine. Et nous sommes ceux-là aussi. Mais nous sommes occupés à fixer cette toute petite chose, bien ou mal. Oui, l'une de mes citations mystiques préférées que j'ai mentionnées ici, c'est qu'ils disent que si Dieu arrêtait de penser à nous pendant une seconde, nous n'existerions plus. Qu'il y a une création constante qui se produit pendant que nous sommes ici. Mais tu n'as pas répondu à ma question la plus difficile. Qu'advient-il de cette conscience quand nous mourons? Il n'y a pas de mort. Non, il n'y a pas de mort. Mon Dieu, enfin, n'est-ce pas? Il n'y a que la conscience qui s'exprime. Que devient la musique lorsque les notes cessent d'être jouées? Elle est toujours là, elle est toujours... Rien ne meurt. Rien n'est jamais né. N'est-ce pas? Nous le voyons simplement comme quelque chose de séparé, une chose séparée. D'accord? Et nous pensons que nous en sommes séparés. Par conséquent, nous pensons que nous mourrons. Tu penses que ton ego meurt, ton esprit meurt, ton corps meurt, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort, il y a simplement la conscience qui change son taux de vibration. D'accord? En allant vers le plus élevé. À un moment donné, tu peux en parler, non? On l'exprime avec des mots qui ne répondent pas à la question. Tu dis ça comme si j'étais séparé et mourais. Il n'y a pas de mort. La Gita l'explique très bien. Krishna parle à Arjuna et Arjuna dit « Je ne veux pas livrer cette bataille, je vais tuer des gens, je ne sais pas comment faire. » Tu connais l'histoire, n'est-ce pas? Et Krishna dit à Arjuna « Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas? Il n'y a pas de mort. Les armes n'atteignent pas le soi. C'est là derrière, en train de les observer, n'est-ce pas? Et les eaux ne peuvent pas le submerger et les feux ne peuvent pas le brûler. C'est simplement la conscience qui regarde la forme. Donc la conscience ne va nulle part. Espérons-le, mais je préfère ne pas en parler. Elle va vers un plan supérieur. Que signifie cela? La Bible dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je ne comprenais pas cela avant, mais maintenant oui. Il existe différents plans de réalité, n'est-ce pas? Ton âme évolue consciemment jusqu'à un certain point, mais ne peut pas encore fusionner. Elle va donc au paradis ou ailleurs, à différents endroits, jusqu'à ce qu'elle soit prête à fusionner avec la conscience divine et à ne faire qu'un avec Dieu. Mon Père et moi sommes un. Quelqu'un a déjà dit ça, non? Je crois l'avoir entendu. Je l'ai regardé et j'ai dit, mon Père et moi sommes un. Je dois bien le dire, mon Père et moi sommes un. C'est très intéressant parce que avec beaucoup de ces références anciennes, n'est-ce pas? Au judaïsme, au christianisme, vous savez, à l'islam, n'est-ce pas? Ces religions très anciennes, au bouddhisme, à l'hindouisme. Vous savez, il y a une dimension mystique et spirituelle très, très forte qui traverse tout cela. Et beaucoup d'entre nous apprennent une pratique religieuse qui est très dogmatique. Elle est très basée sur l'obéissance. Elle est vraiment basée sur la menace et la peur. Et en fait, ce n'est pas du tout l'intention originale de ces traditions religieuses. C'est tellement important de pouvoir entendre. Et vous savez, pour moi, en tant que personne qui a étudié, vous savez, les textes de l'Ancien Testament et ces textes-là, on nous enseigne à quel point le mysticisme est tissé à travers nos textes. Mais c'est tellement nuisible pour tant de personnes qu'on leur transmette ces traditions sous une forme manipulée. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous vivent. Beaucoup d'entre nous se rebellent contre cela, s'y opposent et affirment « Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas cette personne, pas religieuse, mais spirituelle. » Devinez quoi? La religion était spirituelle avant d'être récupérée par, pardonnez-moi, le patriarcat capitaliste. Bien sûr, c'est si beau que tu le vois. C'est vrai.
Et l'exemple parfait, c'est vraiment le Christ, non? Tu savais que le Christ était spirituel? L'être spirituel le plus élevé qui soit jamais descendu sur terre. Il est né éclairé, non? Né roi des anges. Ils le disent, puis ils montrent quelqu'un ou une main sur une croix. D'accord. Non, il est tout. Il ne fait qu'un avec Dieu. Une de mes choses préférées, et comment je me souviens de ça depuis 1970, je n'en ai aucune idée. Mais pendant la scène, il y a eu une discussion entre les disciples et Jésus. D'accord. Et à un moment donné, Jésus a dit, je ne serai plus avec vous. D'accord, c'est tout. Et l'un d'eux a dit, non, je veux aller avec toi, nous voulons aller avec toi. Et il a dit, là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Pourquoi? Il n'y est pas encore, bébé. Tu comprends ça? Tu te vois encore comme un être humain avec tes propres pensées, sentiments et émotions, n'est-ce pas? Et là où je suis, tu vois, c'est fusionné avec tout l'univers. Mon père et moi sommes un. Tu vois pourquoi il a dit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Mais tu peux, tu peux. Je sais que c'est une référence un peu pointue ici, mais dans les livres de Narnia, n'est-ce pas? C'est une allégorie de cette idée, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai vu dans les films, cette idée aussi de la douleur que l'on ressent quand on fait l'expérience de cet éveil, quand on vit cette élévation. Il est souvent difficile d'être avec les autres, même à petite échelle. Beaucoup demandent ce que fait Michael Singer, pensant qu'il reste seul toute la journée. Mais non, tu es impliqué dans le monde. Tu as de l'expérience en affaires et tu es une personne comme tout le monde. As-tu déjà changé un pneu ou vécu une rupture de stock de lait au supermarché? Mais tu vis parmi les gens et nous aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'illumination pour quelqu'un assis au sommet d'une montagne. C'est la sagesse qui descend de la montagne. J'ai une surprise pour toi car le temps presse. Je ne te l'ai pas dit car je ne le dis à personne. Je disais que je n'allais pas le faire, mais j'ai finalement écrit un autre livre. D'accord, et il paraîtra en mars. Très bien. Et son titre est Wisdom Untethered, le temps des questions. Je vous assure, parce que je vous connais un peu, vous allez adorer le livre. Je n'en ai pas parlé, l'éditeur là, il sera publié en mars, comme je l'ai dit. Il y en a 3 paragraphes que je veux spécialement vous lire, et je ne l'ai jamais fait auparavant, d'accord? Quand je l'ai envoyé à l'éditeur, je leur ai dit, vous seul pouvez le lire jusqu'à ce qu'on en parle, d'accord, mais je vais vous le lire. Ils disent que Dieu est amour. Est-ce vrai? Puis-je l'expérimenter moi-même? Il existe de nombreux niveaux d'amour. L'amour qui se manifeste comme un besoin est une émotion humaine causée par le fait que le cœur soit fermé au flux intérieur de Shakti. Lorsque le cœur est ouvert sans condition, vous ne ressentirez jamais le besoin d'amour car votre cœur restera plein d'amour quoi qu'il arrive. Un cœur aussi ouvert est difficile à atteindre pour les gens parce qu'ils ont accumulé des douleurs du passé qui créent des blocages au flux d'énergie intérieure. C'est pourquoi les gens ont besoin que les choses se passent d'une certaine façon pour que leur cœur s'ouvre. Appelons cela l'amour humain. C'est toujours beau, surtout comparé aux autres émotions humaines, mais c'est conditionnel et cela peut créer des dépendances et des attachements. L'amour spirituel est très différent. Une fois que le cœur apprend à rester ouvert, même dans des circonstances difficiles, le flux d'énergie sans entrave à travers le cœur nourrit directement l'âme intérieure parce que vous êtes désormais comblé à l'intérieur. Inutile de contrôler sans cesse l'extérieur. Vous êtes profondément satisfait, sentant l'amour circuler en vous. Finalement, vous voudrez explorer la source de cette belle énergie. La seule façon d'explorer la source est d'y plonger. Lorsque vous le ferez, vous serez complètement immergé dans un amour, une joie et une félicité débordants. C'est à ce moment-là que le flux de Shakti change de direction. Vous commencez à ressentir un formidable courant ascendant qui vous entraîne au-delà de votre sentiment d'individualité. Vous sentez que Dieu vous appelle à rentrer chez vous, et c'est bien le cas. Les grands maîtres ont complètement lâché prise. Et leur goutte de conscience s'est à nouveau fondue dans l'océan de la conscience. C'est ce que dit le Christ. Mon Père et moi sommes un. Ceci est celui de Bouddha, Nirvana. Ceci est le fana du soufisme islamique, la dissolution complète de l'ego en présence de Dieu. Ceci est le bitul hayesh de la Kabbale juive, la dissolution de l'ego dans le néant divin.
Ceci est l'illumination. C'est le sens de toute la vie. Magnifique. Je suis très enthousiaste pour le livre. Merci de l'avoir partagé. Nous sommes honorés et impatients de le découvrir. J'ai toute une section Michael Singer dans ma bibliothèque. Et presque tous vos livres, je crois, sont bleus. Le nouveau est-il bleu? Eh bien, Je n'ai pas vu la couverture. d'accord. Le reste de la section Michael Singer est bleu, donc on verra. Ton livre L'âme délivrée a une approche un rôle très important dans la raison pour laquelle Mayem et moi faisons ce podcast. Et donc, nous verrons ce que le prochain apportera. Cela pourrait donner lieu à encore de nombreuses années de ce podcast. Je veux provoquer la fusion. Laïa m'a dit, lors de la dernière interview, elle a pleuré et elle a dit « Je veux aller là-bas, je veux vivre ça. Bien sûr que tu le veux, tu es une belle âme et tu vivras cela. Et plus tu t'ouvres et fais ce dont je parle. Si tu le fais, tu laisses tomber Mayo, tu dois laisser tomber ta carrière et tout ce qui va avec. Mais tu laisses partir ce qui retient là-dedans, ce qui maintient tout ensemble. Soudain, tu réalises qu'il n'y a rien à rassembler, tout est uni et fusionné. » Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de pouvoir te parler à nouveau. Et nous sommes tellement ravis. Nous avons hâte de découvrir tout ce qui va arriver. Et surtout le livre. Nous avons vraiment hâte. Alors merci beaucoup. Magnifique, quelle belle conversation, j'adore discuter avec vous. Je me souviens du titre. Le titre est Wisdom Untethered, le temps des questions. Et comme je l'ai dit, Adit, c'est tout ce que nous avons fait ici, poser des questions. Très bien, parfait. Voici ce dont je veux parler à propos de cet épisode. La notion de compréhension lorsque nous ressentons de la résistance. Parce qu'intellectuellement, ce qu'il a décrit a tout à fait du sens, non? Une fois que cela entre dans le processus intellectuel, il pleut. D'accord, facile. Je n'aime pas la pluie. Je me sens contrarié à propos de quelque chose. Mais je pense que nous fonctionnons tous, tu sais, selon un modèle réactif, non? Tu sais, toi et moi, on a beaucoup parlé de la différence entre réaction et réponse. Quand on réagit, il y a une expérience corporelle qui se produit. Généralement, il y a une tension, il y a une contraction, il peut y avoir un essoufflement, il peut y avoir un serrement, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir, alors qu'on résiste, alors qu'on est dans la résistance, il y a une sensation physique que nous ressentons qui peut même précéder le mental. Il y a une sensation physique que nous ressentons qui peut même précéder la colère, l'agacement ou la justification de ce sentiment. Je pense que la plupart des gens traversent leur vie sans se rendre compte de ce que la résistance leur fait ressentir dans le corps. Je pense que la plupart des gens ne l'apprennent jamais vraiment, genre pour de vrai. Si tu as un de tes parents qui est né entre les années 1940 et 1963, il se peut qu'ils ne l'apprennent jamais. Et c'est pas grave. Ils suivent leur propre chemin. Mais beaucoup de gens, premièrement, ne savent pas comment être en contact avec leur corps. On a déjà parlé du fait que je ne sais pas quand j'ai chaud aux pieds, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un exemple. Où tu penses que je ne me rends pas compte quand l'eau est trop chaude. Je suis juste en mode survie, genre, il faut que je me lave. Mais au-delà de ça, je pense que même avant qu'on aborde le somatique, je ne pense pas que la plupart des gens, soient formés à comprendre ça. Toute émotion forte, positive ou négative va te traverser en quelques minutes généralement. C'est-à-dire que si elle n'est pas entretenue, elle va te traverser. Il y a une montée chimique qui se produit et c'est plus facile à comprendre avec les émotions négatives, mais toutes ces choses vont te traverser. Donc, la raison pour laquelle parfois on a envie de s'en prendre aux autres avec nos mots, avec nos poings, ou de jeter quelque chose, c'est parce qu'on ressent une énorme poussée. Tu peux appeler ça de la honte, tu peux appeler ça de la colère. En réalité, c'est une énorme montée de plusieurs substances chimiques qui sont conçues pour te pousser à te battre. C'est presque toujours de la résistance. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui blesse tes sentiments, ça fait aussi remonter de la résistance en nous. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te défendre. Cela ne signifie pas que tu dois les croire, mais que les émotions refont surface, non? Le sel fait mal seulement s'il y a une blessure. Si quelque chose s'active en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été résolu, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ce que Michael essaie de communiquer à travers tout ça. L'idée, ce n'est pas que si quelqu'un t'insulte, tu dises « c'est gentil, merci ».
L'idée, c'est de dire qu'ils ont une perspective qui vient de toute leur vision du monde. Je n'ai pas à le prendre personnellement parce que j'ai une forte conscience de qui je suis. Quoi? Genre, comment ça serait? Absolument. Et je veux ralentir un peu, même avant ça. C'est quelqu'un qui t'insulte. La plupart du temps, tu ne réalises même pas que t'es insulté. Tu peux juste répliquer ou te refermer. Toi, tu as une réaction immédiate au lieu d'une réponse. C'est ça. Et c'est là qu'on parle du livre Conversation difficile. Il y a ce qui s'est passé. Il y a ce que nous croyons s'être passé et ce qui se déclenche réellement. Donc, si je te dis, tu sais, tu étais en retard et je suis vraiment énervée contre toi parce que tu étais en retard. Donc, il y a le fait que tu avais dit que tu serais quelque part et tu n'y étais pas. Ensuite, il y a toi qui dis, elle est blessée et maintenant je me sens attaquée. Mais ce qui se passe réellement, c'est probablement quelque chose que tu as programmé en toi ou qui a été programmé en toi. Je ne suis pas fiable. Donc, quand je dis que tu n'es pas arrivé à l'heure, ce que tu entends, c'est tu n'es pas fiable. Tu n'es pas digne, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut aimer, tu n'as pas d'importance. Alors qu'en réalité, c'était juste que je m'attendais à ce que tu sois là à une certaine heure et c'est décevant que tu n'y sois pas. Donc, on fonctionne tous comme ça, non? C'est quoi ce t-shirt que les gens portent? Genre, et si tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, on fonctionne tous comme ça, peut-être à part Michael Singer. On fonctionne tous à ce niveau-là. Et c'est ce troisième niveau qui peut être guéri, sur lequel on peut faire une partie de ce travail. Quand il dit de faire le travail, tu ne te réveilles pas magiquement en contact avec la conscience divine. Il y a du travail à faire. Ce niveau devient moins vulnérable et il devient moins effrayant. Si quelqu'un dit « Je m'attendais à ce que tu sois là à l'heure », tu n'entends pas. Je ne vaux rien, je ne suis pas aimé et je vais riposter. Voilà pourquoi j'étais en retard, n'est-ce pas? Ce que tu entends, c'est « Je comprends que cela ait été décevant. Voici ce que je vais faire pour que cela ne se reproduise plus. Ça a dû être vraiment difficile à vivre. » Absolument. Tout ce que tu dis, je suis d'accord à 100%, même à plus de 100%. Les gens disent cela avant de contester. Je pense juste qu'il y a plusieurs niveaux et couches à tout ça avant même qu'on y arrive. Parce que ce que tu as décrit est très un processus cognitif compliqué. Qu'est-ce qui a été dit? Comment est-ce que je le perçois? Et j'ai tellement appris dans nos conversations sur la façon de comprendre ce que je pensais vraiment que ça voulait dire. Comme cette troisième couche, c'est que si tu peux passer du temps à décortiquer cette troisième couche, tu apprendras tellement sur le conditionnement et les épines que tu gardes en toi. N'est-ce pas? Comme Michael Singer, lors de notre première conversation, il a évoqué l'exemple des ordures. Il a d'abord parlé d'épines, expliquant que nous en avons tous et faisons tout pour empêcher qu'elles soient touchées, car cela les active. Donc, une grande partie de cette troisième couche de conversation, ce que nous pensons que les gens disent, touche en réalité les épines que nous avons, celles avec lesquelles nous avons grandi, nos insécurités. Oui, je veux dire, c'est comme en psychologie. Ce sont nos principes organisateurs, ceux avec quoi nous sommes en quelque sorte programmés. Mais je n'essayais pas de nier la composante somatique. Je pense juste que beaucoup de personnes ne sont pas non plus en contact avec cela. Décortiquons ça parce que lorsque tu commences à être plus conscient de cela, tu peux le calmer plus rapidement. Tu n'as même pas besoin d'entrer dans « cette personne a dit ceci, l'autre a dit cela » parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça peut prendre du temps. Les gens ne sont peut-être pas capables d'approfondir ni de clarifier ce qu'ils pensent avoir entendu. Eh bien, oui. Et en fait, essayer de comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas un slogan, comme on dit, essayer de comprendre quelque chose quand on est dans un état d'activation ou d'agitation. C'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Alors, à ton avis, qu'est-ce que les gens vont te dire de faire? C'est pourquoi on vous conseille d'apprendre à respirer et de stimuler votre nerf vague. Ce sont toutes ces choses qui, physiologiquement, nous mettent dans un état de disponibilité émotionnelle et psychologique. C'est là où je voulais en venir et ce que je pense qu'il a omis concernant le processus pour y arriver. Si vous êtes quelqu'un qui commence à dire « Laissez-moi me reprendre, laissez-moi » arrêter ce cycle auquel nous sommes tous accros, n'est-ce pas? Oh, j'ai les 3 choses principales à faire. Les 3 choses principales à faire lorsque vous commencez à prendre conscience que vous ressentez de la résistance ou que vous sentez que quelque chose s'active en vous.
Maïm, dis-nous tes 3 principales et je verrai où elles se situent dans mon propre classement. D'accord. Donc, mes 3 principales, l'outil le plus puissant qu'on m'ait appris, l'un des outils les plus puissants qu'on m'ait appris à l'âge adulte, c'est de faire une pause. Faire une pause? Oui, ding, ding, ding. N'ouvre pas la bouche, n'ouvre pas la bouche, n'ouvre pas. Tu vas en avoir envie. Tu vas en avoir envie parce que tu voudras dire tout ce que cette personne a fait de mal. C'est ça. L'un des acronymes que tu peux utiliser pour le mot pause, remettre l'action à plus tard, tu sais, jusqu'à ce que la sérénité revienne. Zeus. Et si l'instruction était à chaque fois que tu te sens, tu sais, agité, blessé, effrayé, bouleversé ou confuse? Et si la première chose que tu faisais, c'était simplement de faire une pause, ne demande pas plus d'informations, ne cherche pas plus d'informations, ne t'excuse pas, ne t'humilie pas, ne te mets pas sur la défensive, fais juste une pause, c'est mon premier conseil. Valérie vient de dire « J'attendrai pour toujours, reviens me voir sur mon lit de mort. » Donc, une fois que tu fais une pause, la deuxième chose à faire pour moi, c'est de te connecter à ta respiration. Et tu pourrais te dire, c'est ridicule. Mon cœur bat tellement vite, je n'arrive pas à respirer. J'ai juste envie de crier. C'est le moment d'activer ton système nerveux parasympathique. C'est pour ça qu'il t'a été donné. Ton corps a un mécanisme intégré pour te calmer. Et je ne veux pas dire simplement calme-toi. Je veux dire, le corps a un système intégré pour détourner le sang des parties de toi qui veulent courir, donner des coups de pied et crier, et l'envoyer vers les parties de toi qui ont besoin d'être calmes, et tu sais, pour se reposer, et pour te reconnecter à la respiration. Maintenant, Jonathan pourrait avoir plus d'informations à ce sujet. Je dirais que la chose principale à faire est de respirer avec le ventre. Si vous avez une chose à faire après avoir fait une pause, c'est de respirer avec le ventre. Quand on est agité et contrarié, on respire ici, n'est-ce pas? On ne reçoit pas assez d'oxygène. Vous ne relâchez pas tout l'oxygène dont vous avez besoin pour respirer avec le ventre. Faites comme si vous gonfliez un ballon dans votre ventre. Faites-le, je ne sais pas, je vais dire 10 fois, mais quand vous êtes vraiment agité, parfois même au bout de 3 respirations, vous pouvez sentir que votre nerf vague commence à se dire « Oh, il faut qu'elle se détende ». Si vous respirez ainsi, vous n'êtes pas en danger et votre corps le sait. Cette respiration signifie que votre cœur ralentit, votre tension artérielle baisse, vous arrêtez de picoter et de vibrer. C'est la deuxième chose, la respiration. Très bien. Nous avons aussi publié une vidéo de cette respiration sur Instagram et sommes même allés au studio TikTok pour cela. Nous avons fait une visite et pour une raison inconnue, une vidéo sur la respiration. C'était la respiration à double inspiration où tu prends une grande inspiration, tu penses que tu as fini, puis tu prends une petite gorgée d'air en plus. Et une longue expiration, et il a été démontré que cela aide aussi à se calmer. J'en ai un autre en dehors de la respiration, mais continue. Mon numéro 3 serait, et je voudrais aussi faire un petit clin d'œil. J'ai écrit un article pour Substack, de Chaos à Calme, comment réinitialiser votre système nerveux, où je parle un peu plus de certains de ces sujets. Mais en ce moment, mon numéro 3 serait de remarquer. Donc, une fois que vous commencez à respirer et que votre corps entre dans un état moins agité, et aussi, je veux juste préciser, ce n'est pas pratique. La chose la plus facile à faire quand quelqu'un vous énerve, c'est de lui dire tout de suite, sur le moment. Le plus simple à faire quand on vous demande, on peut être exclusif. Dire oui est le plus simple, mais quand de fortes émotions surgissent et que vous faites une pause, cela devient plus compliqué. Donc, vous voudrez peut-être aussi apprendre quelques outils pour pouvoir dire « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, je t'en reparle ». Le troisième point, c'est de remarquer. Donc, l'outil suivant qui vous a été donné, c'est la capacité de remarquer ce qui se passe dans votre corps. Vous pourriez penser, je ne crois pas que ce soit vraiment le problème. Nous avons tous cette capacité et physiologiquement, quand nous nous concentrons simplement sur le fait de remarquer, sans essayer de changer quoi que ce soit, sans essayer de le nommer, juste en remarquant les sensations. Dans votre corps, cela fait passer votre cerveau d'un mode actif, tourné vers l'action, à un mode d'observation qui est plus réparatrice. Cela permet à votre système immunitaire de s'activer, cela permet à toutes ces capacités dont vous avez besoin pour vraiment réagir, tout cela s'active.
Donc, concrètement, ça se passerait comme ça. En général, vous fermeriez les yeux et vous continueriez à respirer et vous commenceriez simplement à remarquer. Est-ce que vous sentez vos pieds sur le sol? Sentez-vous vos fesses sur le siège lorsque vous êtes assise? Percevez-vous d'autres sensations dans votre corps? Et le but n'est pas de les nommer et de dire, par exemple, « Oh, ça fait mal », c'est juste de se demander « Qu'est-ce qui fait mal? Oh, je ressens une tension dans mon ischio-jambier. » D'accord? Parce que mon ischio-jambier me fait parfois mal, n'est-ce pas? Vous faites simplement attention à ces choses. Cela aidera votre système nerveux à se détendre. Vous pensez peut-être « Je n'ai pas le temps de faire ça à chaque fois que quelque chose me dérange. » Beaucoup de ces choses deviennent beaucoup plus rapides, beaucoup plus intuitives, et vous pouvez y accéder beaucoup plus facilement avec le mot préféré de tout le monde, la pratique. Je ne vais pas vous le dire une fois pour que vous le fassiez immédiatement. Vous ne pouvez pas juste essayer et dire que ça ne marche pas. C'est comme dire « J'ai essayé de lire à 4 ans, ça n'a pas marché, donc je n'en suis pas capable. » C'est un muscle qu'il faut entraîner. Plus vous le faites, plus ce vocabulaire s'installe dans votre tête et plus ça se fait vite. Et vous serez capable de le faire, vous pourrez le faire rapidement. J'ai vu Jonathan le faire quand il est vraiment, vous savez, contrarié ou très intense à propos de quelque chose et il arrive à se calmer. Et souvent, ça lui prend environ 10 secondes, 15 secondes. J'ai encore besoin de plus de temps parce que je ne suis pas aussi entraînée. Parfois, il me faut 10 minutes. Je dois dire, je vais aller marcher pour réfléchir à ça. Ou, je ne suis pas contente de ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Je vais faire une pause et je reviens. Et si quelqu'un va faire ça, ne l'encouragez pas à poursuivre la conversation en cours. Ils diront peut-être, non, restons ici, mais tu es responsable de ton corps et de l'endroit où tu es. Tu peux dire, je comprends que tu veuilles en parler et que tu n'as pas fini. Je préfère en reparler quand je pourrai. C'est un message en je. C'est une excellente phrase. Je vais ajouter encore une chose ici, c'est que si tu as encore besoin d'aide après tout ça, sauter et faire les bras morts, par exemple, genre littéralement secouer nos corps, comme un animal qui se débarrasse de quelque chose, ça paraît ridicule. Beaucoup de gens sont gênés. Les bras morts, c'est quand vous laissez simplement vos bras pendre, sans les utiliser du tout, vous les laissez tomber sur les côtés, puis vous commencez à secouer votre torse et votre corps, et vos bras s'agitent dans tous les sens. Ah, sauter aussi? Et puis sauter aussi des sauts pieds joints si vous en êtes capable. Oui, c'est une pratique du Kundalini. C'est l'un des mouvements. Il dissipe l'énergie, la fait sortir du centre du corps vers l'extérieur. C'est ce type de notion, et oui, c'est ce que nous avons observé chez les animaux, qui la plupart du temps ne souffrent pas de stress post-traumatique. Les animaux, quand ils ont peur, ou si vous avez déjà vu un cerf être poursuivi, ou n'importe quelle proie poursuivie par un prédateur. Une fois qu'ils sont en sécurité, ils font cette sorte de truc bizarre, fou, où ils tremblent. Et oui, on pense que c'est aussi une façon d'évacuer cette énergie. Parfois, nous aussi, nous tremblons quand nous avons peur. C'est aussi une façon, on pense, d'essayer de se débarrasser de cette énergie. Archie fera ça s'il est au parc à chiens ou s'il croise un autre chien. Et parfois, un chien va comme, tu sais, l'effrayer ou tenter de le mordre. Et si quelqu'un est agressif, il va s'éloigner de la situation. Et puis, il se met à bien se secouer. Dans notre équipe, quelqu'un demande « Cela arrive-t-il après l'accouchement ?» Alors, des frissons, le fait de trembler et d'avoir des frissons, ce n'est ni surprenant ni rare. Après quelque chose comme un accouchement, l'accouchement est très, vous savez, c'est un très grand traumatisme pour le corps, mais je n'ai pas forcément envie d'appeler ça un traumatisme. C'est un grand choc pour le corps. Et ce processus implique beaucoup d'hormones, donc beaucoup de ces réactions peuvent aussi se produire pendant le travail et aussi après l'accouchement. Une autre méthode, si vous n'avez pas l'impression de pouvoir sauter en toute sécurité, si votre corps, vous savez, n'a plus l'habitude. Si vous ne le sentez pas, essayez les bras morts. Secouez simplement vos mains, cela peut aider à commencer. Et si vous ne voulez pas sauter, vous pouvez être en position assise ou debout. Il suffit de vous mettre sur la pointe des pieds et de laisser tomber vos talons très lourdement. Donc même maintenant, je peux le faire simplement assis, en levant mon talon et en le laissant retomber. Lors d'une conversation en direct sur Substack réservée à la communauté Breaker, j'avais une opinion tranchée, et je veux revenir sur cette opinion à la lumière de cette conversation sur le traitement des traumatismes et l'idée de lâcher prise.
n'est-ce pas? Nous venons donc de parler de l'idée de commencer à prendre conscience de la sensation au moment où elle commence à apparaître. Si, lorsque vous ressentez de la résistance, il existe certaines stratégies pour calmer le système. Mais, vous savez, comme tant de personnes sont dans un état où ils portent quelque chose qui entrave leur vie d'une manière telle que cela a un impact négatif important, que ce soit l'humeur, l'énergie, la peur, l'incapacité à établir des relations, cela affecte le sommeil. Nous discutons de toutes les stratégies que nous connaissons, voir un thérapeute, le travail émotionnel, le MDR, les médicaments, tout cela. Mais vous, du point de vue de Michael, il dit « lâche prise ». Comment commenceriez-vous même à parler à quelqu'un qui est engagé dans un travail sur son traumatisme, l'évaluer sous tous les angles et concilier cela avec le simple fait de lâcher prise, de s'entraîner à lâcher prise et de changer de perspective. Ensuite, j'aborderai ce que je croyais être mon avis un peu tranché. Donc, je pense qu'une partie de cela réside dans la différence dont Michael a parlé entre le fait de lâcher prise, qui est un processus interne, et le fait de continuer à affronter le monde extérieur. Donc, je pense qu'il y a en quelque sorte deux choses qui se passent. Je pense que lorsque nous parlons de laisser les choses suivre leur cours et de ne pas y résister, je pense que cela s'applique, vous savez, aux interactions. Quand il s'agit de notre propre travail personnel, il y a bien sûr, je pense, un aspect d'acceptation qui est nécessaire, la compassion envers soi-même, souvent aussi envers ceux qui nous ont blessés. C'est un processus très complexe et qui devrait se faire avec l'aide, vous savez, je dirais, d'une thérapeute clinicienne agréée ou d'une spécialiste du traumatisme. Mais je pense que l'idée, pour beaucoup d'entre nous, c'est que la résistance que nous rencontrons dans le monde extérieur vient des blessures que nous portons dans notre monde intérieur. Et donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Il y a du travail, du traitement, de la guérison, sur les traumatismes, la coupure des liens, des médicaments, peu importe. Une fois que ces ordures ou ces épines, tu sais, sont un peu plus réglées, nous avons alors la capacité de laisser partir encore plus de choses. Parce que notre monde intérieur n'a pas tous ces zones de résistance personnelle. Ainsi, face au monde extérieur, nous sommes plus libres d'être nous-mêmes, même dans des situations difficiles. J'aime ça. J'aime que pendant qu'on le traite, on ait plus de capacité à lâcher prise. Parfois, il y a tellement de surcharge pour le système qu'on se crispe, on s'accroche, on réagit, et peut-être qu'on est pris dans un cycle de réactivité, mais commencer à remarquer et ramener notre régulation sous contrôle. On a la capacité de commencer à remarquer. L'autre chose, tu sais, mon avis tranché était « et si ?» Le simple fait d'avoir plus d'expériences positives en réserve. Cependant, peu importe comment vous définissez les choses positives que vous appréciez, il s'agit d'apprécier ce que vous avez déjà. Avoir plus de moments d'émerveillement dont nous avons parlé et relever le défi que nous avons lancé à la communauté de commencer à remarquer ces moments et à les partager les uns avec les autres. Avoir de la gratitude, vivre plus d'expériences d'amour commence à augmenter notre capacité à lâcher prise parce que nous commençons à faire pencher la balance. C'est magnifique. Et je pense que c'est vraiment aussi cette notion, en quelque sorte. C'est faire pencher la balance et, je ne sais pas, mettre les chances de notre côté, n'est-ce pas? Pour un fonctionnement et des réactions optimaux. Ça crée aussi de l'élan, n'est-ce pas? On sait que l'élan nous porte. Si on est dans un état où on attaque tout le temps, on est plus enclin à continuer dans cet état, alors que si on s'entraîne à se calmer, ça commence à nous reprogrammer. On commence à savoir que, quand je commence à ressentir ça, voici les activités que je fais. Et ça devient une seconde nature. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu reparler à Michael Singer. Et oui, il y avait énormément de nouveautés et de rappels utiles. Je suis aussi dans un état d'esprit très différent de celui où j'étais lors de notre premier échange avec lui. Donc, j'ai particulièrement apprécié, je ne sais pas, d'entendre une partie de la conversation, surtout sur la conscience et la divinité, vraiment avec un nouveau regard. Donc, je suis vraiment, vraiment ravie que nous ayons pu lui reparler. Oui, c'est un plaisir. J'étais très excité. Je pense que pour la communauté Breaker sur Substack, j'aimerais que tu explores un peu la science et le mysticisme autour du fait que nous ne voyons pas avec nos yeux,
qu'il existe une science qui explique la nature fondamentale de la conscience et le fait que les particules, les atomes, les neutrons sont vraiment en train de se former et de jouer pour créer des formes. C'est une perspective fascinante qu'il a un peu abordée, mais il a expliqué qu'il n'était pas l'expert dans ce domaine. Peut-être que tu pourrais nous parler des neurosciences sur Substack. J'adorerais faire ça. Je veux dire, il s'en est plutôt bien sorti, mais j'aimerais aussi parler davantage de ce que cela signifie vraiment, de dire que ce que nous voyons n'est en fait pas la réalité. J'aimerais aussi aborder ce sujet. Donc, on fera ça sur Substack. Nous espérons que vous nous y rejoindrez. Et de notre analyse à celle que nous espérons que vous n'aurez jamais, on se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Fun fiction was, and now she's gonna break down. It's a breakdown. She's gonna break it down. Tu te souviens de l'histoire de ce qui s'est passé quand je suis montée dans une voiture qui n'était pas la mienne? Quoi? À l'époque, quand on allait encore dans un cabinet pour aller en thérapie, avant que tout ne se fasse sur Zoom, ma thérapeute avait un cabinet au coin de Sotel et Santa Monica. C'est un super carrefour à Los Angeles. Il y a un petit quartier japonais là-bas. D'excellents restaurants, de très bons sushis. C'est un endroit merveilleux de la ville. C'est justement là que se trouvait son cabinet. J'ai l'impression d'avoir déjà raconté cette histoire, mais on va y aller quand même parce que c'est complètement fou. J'ai participé à presque tous les épisodes, sauf 3 ou 4. Cette histoire n'a jamais été racontée. Donc, je sors de ma séance de thérapie. J'ai fait ce que je fais habituellement en thérapie. Je parle, puis je vais monter dans ma voiture. Et à cette époque-là, j'avais une Audi. C'était une A4, donc c'est une voiture que pas mal de gens ont, mais bon, peu importe. Donc, je vais pour monter dans ma voiture. Je monte dans ma voiture. Vous savez, je la déverrouille, d'accord? C'est un détail important de l'histoire. Je la déverrouille. Je monte dans ma voiture. Je m'assois. Et la première chose que je remarque, c'est qu'il y a une odeur différente. Ça ne sentait pas mauvais, mais je me suis dit, c'est une odeur bizarre. Ce n'est pas une odeur que je connais. La chose suivante qui se passe, c'est que je baisse les yeux et sur le siège passager, il y a un livre. Et ce n'est pas important de savoir quel livre c'était. C'est un livre que je connais, mais je ne me souviens plus lequel c'était dans ce moment. Ma première pensée a été « Qui a mis ce livre dans ma voiture ?» Ensuite, je me suis demandé « Quelqu'un est-il entré par effraction dans ma voiture et a laissé un livre sur le siège passager parce que je devrais le lire ?» Et la troisième chose à laquelle j'ai pensé, c'est « En fait, ce n'est pas du tout ma voiture. » Je m'étais installée dans une autre Audi qui était garée juste à côté de l'endroit où ma propre Audi était garée. L'odeur que je sentais, c'était celle d'un autre être humain qui possédait cette voiture. Dès que je suis montée dans la voiture, mon inconscient a tout de suite réagi. Ce n'est pas ta voiture. Elle n'a pas ton odeur. Ce ne sont pas tes affaires. Mais c'est le temps que ça m'a pris pour que mon cerveau dise « Oh, personne n'est entré par effraction dans ta voiture pour y laisser un livre. C'est le véhicule de quelqu'un d'autre. » Ensuite, j'ai paniqué en pensant que j'allais être arrêtée pour m'être assise dans la voiture de quelqu'un d'autre. Vu tout ce qui m'est passé par la tête, c'est le genre de situation où tu penses savoir comment réagir. Tu te dis « Ce n'est pas ma voiture, je ne vais pas y entrer. » Eh bien, non. J'étais assise sur le siège, en train de mettre ma ceinture, prête à démarrer. Donc j'étais paniquée parce que je me disais « Je vais me faire arrêter ». Et je me disais « Je vais finir en prison et personne ne viendra me faire sortir. » Voilà où ça m'a menée. Je me suis barrée de cette voiture. Et puis j'ai remarqué que ma voiture était juste à côté. Ensuite, je l'ai déverrouillée. Elle était probablement déjà ouverte. Apparemment, il arrivait que certains capteurs puissent ouvrir plus d'une voiture. Je suis entrée dans une dimension complètement différente. Et si j'essayais avec la clé de chez moi, je pourrais être la femme de quelqu'un d'autre, avoir d'autres enfants, simplement en entrant chez eux. Peut-être que je mange de la viande. Tu sais, maintenant que tu racontes cette histoire, je crois que tu l'as déjà racontée. Je ne me souviens plus dans quel épisode, parce que moi aussi j'ai raconté l'histoire de la fois où, quand on était en C1, on avait une télécommande de garage qui ouvrait le garage en face de l'endroit d'où on sortait de l'école.
Je faisais tout le tour de Toronto en me demandant où est-ce que je peux aller d'autre? Dans quoi est-ce que je peux me lancer? Où est-ce que je vais aller? Eh bien, on était des enfants horribles et un jour, alors qu'on sortait de l'allée et qu'on attendait pour tourner à gauche. Donc, il y avait ça, et la personne qui habitait là est sortie de la maison, ils avaient ouvert le garage, puis ils sont sortis de la maison, et nous avons fermé le garage, et ils regardaient le garage. Ils étaient là, genre, quoi? Vous auriez pu fermer le... Ensuite, ils rentrent, ouvrent le garage, et on le referme. Oh non, ce serait mon travail à temps plein. Je dirais à maman que je ne peux pas aller en CE1 car je dois rester ici à faire ça toute la journée. Si quelqu'un a entendu ça et écoute depuis longtemps et sait de quel épisode ça vient, identifiez-nous. Peut-être que vous gagnerez un prix. On vous enverra une casquette MBB.